è mia moglie, sono suo marito io. Ciao. Chi è quest'uomo? È il mio babbo. E che cosa fa tuo padre? È un uomo sfortunato. Non è che io sia sfortunato. Lui è un bambino, non può capire certe cose. È la vita che è difficile. Ma non per lui che guadagna una valanga di milioni. Effectivement, dans une vie difficile, mais dans une vie difficile, on n'a pas affaire à une féministe. Elle est quelque part beaucoup plus consciente de ce qu'elle est quelque part. Mais c'est très intéressant parce que dans une vie, bon, je vais faire un vite résumé. En gros, il y a un résistant pendant la guerre, un antifasciste quoi, réel quoi, qui combat les armes à la main, qui se retrouve dans un village à un moment, il est sur le point, mais bref, il merde, il est pas très prudent, hein. Dès le départ on comprend, d'ailleurs on sait pas comment il a survécu jusque là, mais bref, il merde un peu et donc du coup il est sur le point d'être fusillé par un soldat allemand et puis il y a la fille d'une aubergiste qui donne un coup de casserole à la tête ou de je sais plus quoi dans la tête de l'allemand, je crois qu'il est l'allemand et elle lui sauve la vie. Oui, du coup, ensuite elle le plante dans un moulin un peu paumé là, un vieux moulin. Et puis en fait quelque part il est pas si mal ici, il y reste, il se tape la fille, ils sont heureux, très bien. À un moment il y a ses copains qui, comme malgré tout passent par là, ses copains résistants, alors ils se barrent sans dire au revoir et voilà. Des années plus tard, donc on est après la libération, il est journaliste et à un moment il doit faire un reportage précisément dans le village où il avait rencontré la fille. Donc il y va dans l'espoir de la retrouver, il la retrouve et hop il la ramène à Rome parce qu'il est romain en fait, hein, il habite à Rome, j'ai oublié de préciser. Voilà, et puis il la ramène. Sauf que le problème c'est que il est très pauvre, machin, et puis il est très idéaliste sur ses idées, assez à gauche, etc. Du coup, ce qui fait, bon, déjà, il gagne pas beaucoup de sous, jusque là ça va, sauf qu'à un moment, il participe à des manifs parce que il y a eu un vrai événement historique, on a failli assassiner le secrétaire général du Parti communiste italien à l'époque, là. Bref, on a vraiment cru qu'il était assassiné, donc il participe à des manifs, du coup, il fait 2 ans de prison, alors déjà, avant, il avait merdé parce enfin bref, je raconterai après. Enfin, il fait 2 ans de prison, il revient, puis là, sa femme avec qui il a eu un gosse avant d'aller en prison, essaye de le ranger, quoi. Et puis il veut jamais. Puis à un moment, il insulte sa femme, il se sépare. Et donc à la fin, bref, il la perd. Et puis à la toute fin, il devient, malgré tout, il fait une petite concession. Il devient un espèce d'homme à tout, enfin de valet, enfin de, comment on dit déjà, majordome. Un peu majordome, c'est ça, majordome, exactement, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. Dans une famille un peu riche, tu vois, puis à un moment il y a une humiliation trop qu'il ne supporte pas, donc il fout une gifle à son patron qui tombe dans la piscine, enfin bref, et il se barre et il réussit à reconquérir la fille comme ça, et le film se termine comme ça. Oui, alors c'est ce que je trouvais marrant, effectivement, c'est un idéaliste, c'est-à-dire que le mec il arrive jamais réellement à rien parce que il veut toujours que ce soit en adéquation avec ses idéaux, voilà. Et en fait, elle lui remet le réel dans la gueule d'une certaine façon, parce qu'au début, il y a un moment quand il est journaliste, il y a un millionnaire milliardaire, je sais pas, qui veut le corrompre, qui veut sortir une liste, une liste des types, je sais plus, qui veulent partir parce qu'il y a eu la République ou je sais pas quoi, enfin, qui veulent mettre leur argent ailleurs. Il refuse quoi, et là sa femme elle lui en veut parce qu'elle dit mais finalement on va faire quoi, et puis ton truc ça sert à rien. Et puis, vas-y là si tu veux un petit peu. Pour prendre la femme, c'est intéressant parce qu'en fait tant qu'elle est en province là, pendant la guerre et tout, et un peu voilà, et qu'elle est avec lui, elle idéalise complètement la vie du type à Rome en fait. Et donc là, elle se sent complètement prête, comment dire, voilà, complètement lâcher sa vie là et aller là-bas. Et elle ne se sent aucun attachement particulier au mode de vie de sa campagne, quoi. Sauf qu'en fait, une fois arrivée là-bas et avec la misère, etc., voilà, donc quelque part, elle se rend compte que, voilà, en fait, sa seule moyen de s'en sortir, c'est un peu de revenir au bercail, même pas forcément physiquement, mais en termes de mentalité, quoi. C'est-à-dire, faut que mon mari, quand même, il réussisse un minimum, qu'il fasse ce qu'il faut pour que ça marche, qu'il soit quelqu'un de respectable, voilà, et bien sûr, l'autre, il le fait pas, il en a rien à foutre. Voilà. Donc oui, donc déjà il y a cette histoire il y a plusieurs événements. Donc alors déjà dès le début, il y a un moment il y a le référendum sur la République ou la monarchie et il se retrouve invité chez des espèces d'aristocrates monarchistes, chez des espèces d'aristocrates monarchistes et le mec
il est suffisamment con pour même pas profiter de la bouffe, quoi, tu vois. Alors qu'ils ont faim, tu vois, Oui, on c'est voit, ça. les types, on voit, ils ont faim, tu vois, vraiment, ils galèrent, quoi. Et donc, putain, il est invité, ils sont servis comme des rois. Tout ce que t'as à faire, c'est fermer ta gueule et les laisser dire leurs conneries. De toute façon, le référendum, tu l'as gagné, tu vois. C'est la République qui gagne le référendum, donc ferme ta bouche, acquiesce à ce qu'ils disent et profite bien, tu vois. Mais non, il en est même pas capable de ça. Ouais. Parce que quel sens ça a? Parce que là, dès le début, tu dis quel sens ça a? Ils croient qu'il va les convertir, ces mecs-là? Bah non. Ouais, c'est ça Qui va les convaincre? Bah non. Donc fallait. Ouais, c'est clair. Et en fait, si réellement il était, c'est là que ça devient intéressant en fait. Bon, ça va expliquer beaucoup de choses, mais ça explique vraiment l'attitude de beaucoup de gens à gauche. C'est-à-dire si vraiment il était radicalement opposé à ces gens-là, tant que ça, il aurait même une espèce de jouissance à leur prendre leur bouffe, tu vois ce que je veux dire. Il aurait et à les tromper et à les comment dire et à profiter du truc quoi. Au lieu de se la jouer, au lieu de donner des leçons inutiles. Et donc, enfin, ce qui déjà montre que dans la psychologie du personnage, il est sincère, mais c'est une sincérité étonnante en fait. C'est-à-dire que on se demande dans le fond ce qu'il veut vraiment en fait. Oui. C'est-à-dire que voilà. Donc bref. Donc il y a ce premier truc. Parce que Mais là, est-ce qu'on peut dire finalement que la ruse de la raison ne se serait jamais servi de lui, quoi? Parce que ouais. il aurait jamais pu. Non, mais parce que tu vois, il refuse tout, donc à la fin, même ses mêmes ambitions, etc. Donc finalement, tu peux même pas t'en servir pour une cause, tu vois, si t'es là. Bah ouais. Ça peut pas marcher avec lui. Bah non, ça peut pas marcher parce que faire ce qu'il faut pour faire triompher une cause, il faut faire ce qu'il faut pour qu'elle triomphe, quoi. C'est le problème. Oui, c'est ça. Mais lui, il croit qu'en étant dans cette espèce de truc rigoriste de valeur qui lui sert à rien. Ouais, ça lui sert à rien. Quoi. Ça lui sert strictement à rien. Et donc, après, il y a cette histoire d'article là, où là, bon, il peut être excusé pour, alors, cet article où il est sur le point de sortir un article de presse très compromettant pour certaines personnes puissantes. Donc, il est invité et on lui dit, vous pouvez retirer votre article en échange, on vous donne plein d'argent et tout, et il refuse. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'article, malgré tout, ne sort pas parce qu'il y a eu d'autres pressions, et il a même pas d'argent. Et donc, là, à la limite, il peut être excusé par naïveté, il peut se dire, bah, effectivement, ça a du sens de refuser de l'argent si l'article était vraiment sorti. Mais, voilà, là, ça peut être juste un défaut de, comment dire, d'évaluation des rapports de force, en fait. Bon, et puis quand sa femme, elle l'engueule parce qu'il a pas accepté, après lui, il lui reproche de pas être une femme moderne parce qu'il va avoir un gosse et tout. Ouais, mais alors, en plus, elle l'a même pas choisi, le gosse, enfin, je veux dire, on comprend qu'il est arrivé comme ça, le gosse, tu vois, donc, et c'est là, tu vois, que, je reprends l'idée d'ironie de la communauté, c'est-à-dire qu'en fait, lui il dit tu veux avoir un gosse, en même temps il est bien content qu'elle soit là elle pour s'en occuper du gosse parce que lui il s'en occupe pas, tu vois. Bah oui. Donc comment dire, ça montre qu'il y a quand même des gros angles morts qui vont se développer par la suite. Ensuite il va en prison. Bon là on peut dire que c'est pas complètement de sa faute, donc il a été au mauvais endroit au mauvais moment. Et puis ensuite il ressort. Bon, il veut pas faire d'études. Bah, en même temps, c'est vrai qu'il y a un côté ridicule dans ces histoires d'études, un petit peu, parce que ce que je veux dire par là, c'est que on sent qu'il aura jamais la tête à ça, quoi. Faire des trucs, enfin, il est trop imprégné de politique pour. Ouais, mais on est encore dans l'époque où celui qui a fait des études, qui a des lettres. Alors c'est des études prestigieux, quoi. C'est des études scientifiques. Hein. Oui, je crois que c'est un truc Pont des Chaussées. Là, ouais, un truc vaguement d'ingénieur, c'est ce qu'on comprend. Bon, évidemment, il rate il rate. parce qu'il a pas réussi. Ouais, voilà. Mais en fait, ce qui est important, c'est l'histoire de la meuf, c'est-à-dire que, enfin, de la nana, c'est-à-dire que pendant son séjour en prison, elle se rabobiche avec sa mère. Voilà. Là, on sent que la femme, comme j'ai dit au début, rentre au bercail, quoi. Voilà, quoi. Et elle repart, et elle retrouve les anciennes valeurs qu'elle avait été complètement prête à abandonner pour lui. Mais comme lui, les nouvelles valeurs qu'il est censé incarner, en fait, il n'est pas capable de les incarner parce qu'il est pas capable de sortir de son espèce de
de rigorisme moral, en raison d'un certain nombre d'angles morts. Du coup, elle rentre au bercail. Voilà. Elle retourne à ses anciens réflexes et aux anciennes valeurs. Et puis lui, il veut pas, voilà. Ce qui fait qu'à un bout d'un moment, peu de temps après la chute d'examen, ils se séparent parce qu'il l'insulte. Enfin bref, elle le surprend en train de boire des coups, lui explique qu'elle est conne, etc. Enfin bref, ça va pas. Ouais, puis en fait, elle lui dit, ouais, moi j'ai pris ma dot pour payer tes études, et après l'autre il dit, oui, mais en fait, je sais pas ce que je fais avec toi, on est là juste pour l'essence, quoi. En gros, c'est ça. Là, il lui dit un truc qui est dur. Et donc elle dit bon bah je me barre, et lui après là ce qui est marrant c'est qu'il va rentrer dans cette espèce de truc où il veut devenir romancier, écrire pour le cinéma, faire passer ses idées. Alors romancier il voulait déjà l'être avant, mais il trouvait jamais, mais simplement il se dit peut-être ça passera mieux avec le cinéma, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, et il essaye, en fait ça marche pas parce que même Cinecittà ils en ont rien à foutre, il vient sur les tournages, les mecs ils veulent pas quoi, c'est pas, ils croient que son roman va intéresser, que tout va intéresser. Et là il est en chute libre parce qu'il a même plus sa femme, en fait sa vie elle a un échec à partir de là, c'est vraiment et elle là c'est là que c'est drôle, c'est que elle a paradoxalement une forme de maturité, c'est-à-dire qu'elle s'est trouvée, elle a finalement été en ville, alors on sait pas trop ce qu'elle fait comme travail, mais elle s'est trouvée un protecteur, quoi, un vieux, voilà, pour s'occuper de son gosse. Et moi il y a une scène qui est marrante, c'est que lui, bon après il va être bourré, il va la retrouver avec ce type, et il va s'en suivre une sorte d'esclandre, et il va discuter avec elle, et je sais plus, à un moment, là il est naïf, quoi, il est un peu féminin sur ce point de vue-là, parce que il lui parle et tout, puis il lui dit mais en fait je t'aime encore et tout, et puis elle le regarde et dit mais pour moi l'amour n'a plus d'importance maintenant. En gros c'est qu'on n'est plus, tu vois, alors que normalement ça devrait être la nana qui lui dit ça, et elle lui dit on n'est plus, je sais plus. Pourquoi ce serait la nana qui lui dire ça? Non mais dans le sens où elle est en train de lui dire mais en fait parce que lui il comprend pas que elle évidemment elle pas parce qu'elle est amoureuse du vieux, bah oui, avec, tu vois. Donc quand il dit je t'aime, elle croit que elle l'aime dans le fond, donc si elle est pas avec lui c'est que c'est pas à cause des sentiments. Ah mais là tu pars du principe que ça va de soi qu'elle l'aime toujours, ce qui paraît pas, je sais pas. Bah elle a quand même un truc parce qu'elle revient avec lui, puis quand l'autre l'attaque elle prend quand même le temps de parler avec lui alors qu'il lui fout un peu la honte parce qu'il est complètement bourré, puis elle revient quand même. Ouais. Tu vois, et même quand il se fait humilier à la fin, ça lui fait du mal, même si elle comprend qu'ils vont retomber dans les galères. La fin, elle a un peu truc. Mais là, je le trouve naïf, un peu féminin de ce point de vue-là, parce qu'en fait, la question n'est même pas là, tu vois. Tu vois, elle lui dit, mais attends, moi, j'ai un gosse, je suis pas parce que je suis amoureuse que je suis avec l'autre, en fait, que tu le sais, ça n'a pas de sens. Oui, il doit le savoir, mais il est dans son truc, il dit mais je t'aime encore, machin et tout. Ouais, bah en gros, il essaye de l'influence, enfin, de lui suggérer. Oui, parce qu'il a rien à lui offrir. Voilà, donc d'écouter son sentiment immédiat et d'oublier tout le reste, en fait. C'est juste ça, c'est pour ça qu'il lui dit ça. Ouais, et c'est assez marrant, et donc, ce qui est drôle à la fin, c'est que lui, il accepte du coup de travailler pour l'homme très riche en étant un majordome et tout. Et là, ouais, mais c'est marrant parce que c'est la seule fois où il fait une concession. Hein. Oui, qui dure pas longtemps, mais il en filme quand même. Mais en même temps, on le comprend, tu vois. C'est que c'est l'humiliation de trop devant sa femme, tu vois. Donc qui est assez dur. Et à un moment donné, il se regarde et lui, il va frapper finalement le riche qui l'a humilié devant tout le monde. Et donc elle est à la fois contente et en même temps d'un seul coup elle fait la gueule parce qu'elle se dit bon bah en fait on repart à la comédie. C'est ça. C'est ça qui est drôle, c'est ça qui est marrant dans la comédie italienne, c'est que c'est à la fois tragique et drôle, mais moi c'est ça que j'aime bien dans ce film, c'est que en fait on peut comprendre les deux tout en ayant conscience que lui n'arrive pas à se confronter au réel alors qu'elle est pragmatique d'une certaine façon. C'est ça qui est assez fou, et en même temps on les comprend, tu vois. Je trouve qu'il y a un certain équilibre, c'est que oui on voit ce qu'ils veulent faire, on voit le problème de l'Italie en fait. Elle est l'archaïsme, lui il est censé être la modernité, et lui il n'arrive pas à s'épanouir dans le boom d'après-guerre, il trouve pas. Bah oui, mais en fait c'est parce que ça c'est un problème qu'on retrouve. Alors c'est pas le cas pour le flic qu'on a vu avant, mais c'est le cas pour lui, et c'est un problème qu'on retrouve dans beaucoup de pays, notamment du sud de l'Europe, en Espagne, en Grèce ou en Italie, dans l'extrême gauche de ces pays-là, c'est que, y compris à l'extrême gauche, soi-disant, il y a comment dire,
une trop grande encore complaisance, même souvent inconsciente avec l'archaïsme, ce qui en fait empêche la victoire en fait. Et en fait c'est ce que je disais au tout début sur le personnage principal de ce film, c'est que comment dire, dans le fond rien n'est jamais innocent en fait. C'est-à-dire le fait qu'il ne fasse pas ce qu'il faut pour être efficace pour la victoire, c'est que est-ce que dans le fond il la veut la victoire? C'est ça que c'est là qu'est la question, ou est-ce que il y a quand même malgré tout une grande part de posture, parce que comment dire, il y a des angles morts énormes quoi. Enfin, ce qu'il dit à la femme quand même, alors que la nana, enfin, il y a juste, elle assume juste des principes de réalité que lui n'assume pas en fait, c'est tout. C'est ça. Et donc il y a une espèce de drame. Alors pour le cas de l'Italie, je suis un peu dur parce que dans le cas de l'Italie, il y a en fait c'est politiquement tellement la merde que ça crée en fait une situation d'impuissance politique, ce qui mène à ce genre d'hystérie moralisatrice en fait. Mais par exemple, t'as quand même beaucoup, en Italie t'as un peu ça, t'as beaucoup ça en Grèce et en Espagne, enfin en Espagne. Le caractère très anarchiste de l'extrême gauche a quand même été non, mais un gros frein, et c'est pareil en Grèce, c'est-à-dire que ça crée des blocages énormes, quoi. Et donc, tout à fait. ouais. Il y avait un film que j'avais... Ah oui, il y a Enquête sur un citoyen, oui, bon, sur Enquête ouais, sur mais je l'avais trouvé très intéressant, celui-là. Ah oui, il est très, vas-y, bah, je t'en prie, c'est donc, tu fais juste un résumé. Ouais. Donc, ouais, l'enquête d'un citoyen, non, c'est intéressant on y a fait souvent allusion, là, pendant tout l'entretien, sans jamais l'expliciter, c'est un film qui illustre, sans le dire, mais qui illustre le passage de pouvoir aux idéologies dominantes du fascisme classique, quoi, au gauchisme dans les années 60. Et c'est début 70. Tout à fait. Et c'est très bien exprimé dans ce film, dans Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, par le biais, en fait, de rapports interpersonnels. C'est ça qui est marrant. Donc c'est l'histoire d'un chef. C'est ça, t'as un chef de police. Un chef de police aux idées très à droite, quoi. On nous le fait comprendre tout de suite. Qui a une maîtresse, qui et en fait, voilà, qui va voir de temps en temps. Et le film commence par le fait que le chef de la police tue la maîtresse. Comme ça, quoi. On comprend pas trop pourquoi. Et du coup, il y a toute l'enquête qui se fait. Et bien entendu, lui, il n'est jamais soupçonné en tant que chef de la police. Alors qu'il essaye de mettre toutes les pistes. C'est ça, exactement. Mais on va y venir. Et il y a un autre personnage très important qui apparaît pas au début comme si important que ça, mais en fait qui se révèle être aussi important que les deux premiers. C'est un jeune gauchiste, en fait. Un jeune gauchiste, du coup, qui apparaît comme l'ennemi de celui-là. Et qui lui aussi se tapait la femme. Exactement. Il habite dans le même immeuble d'ailleurs que la femme qui a été assassinée. Donc en fait l'idée, voilà, donc en gros ce dont on se rend compte, c'est que voilà, il la tue, ensuite il y a l'enquête, et on comprend qu'en fait que le flic qui a tué la femme, de voir qu'il n'est jamais soupçonné malgré les indices qui s'accumulent, en fait ça l'agace, ça l'énerve. Et en fait, et du coup il va lui-même faire exprès de laisser des indices, c'est plus que des indices, même c'est des preuves, etc. Il n'est jamais soupçonné. Et en fait ça l'énerve. Et pourquoi ça l'énerve? Et en fait, du coup, il y a des flashbacks, etc. Et on comprend un certain nombre de choses. C'est-à-dire que dans sa relation avec la fille, là, la fille, en fait, était à peu près une des seules personnes qui avait compris qui elle était. Le flic, c'est-à-dire un espèce de pauvre mec, en fait. C'est-à-dire, en fait, un enfant. Un enfant, c'est ça, exactement, un enfant. Credo che sia giunto il momento di interrompere il nostro rapporto. Augusta, questa lettera di congedo dal romanzo d'appendice te la metti in mezzo alle gambe. Ma che fai, scarti? Guarda che io non ti voglio fare una scenata di gelosia, Augusta. Tu per me puoi fare tutto quello che vuoi. Puoi farti sbattere da chi vuoi, a me non me ne importa. Ma io le cose le voglio sapere, tu me lo devi dire, le voglio vedere, dobbiamo essere complici. Augusta, tu non mi puoi mettere in queste condizioni. Io sono una persona rispettabile. Io rappresento qualcuno, io rappresento il potere, Augusta. Tu dovresti baciare la terra dove io metto i piedi, l'hai capito, stronza? Ma chi è questo Pace? Stronza!
Se lo vuoi sapere, è un ragazzo amico mio che abita proprio quassù. Giovane, bello e anche rivoluzionario. Rivoluzionario? Ma guarda che io ti segno, sai. Guarda che io ti segno! Metti giù le mani, deficiente. Tu qui non sei alla centrale, sei a casa mia. Vattene. Io non sono mica uno di quei disgraziati che ti capitano sotto le mani, hai capito? Tu fai l'amore come un bambino, perché non sai che è un bambino, che ti credi? Non gridare così. Magari lo fai ancora a letto, perché tu non sei nessuno, proprio nessuno! Guarda, io avevo Tu sei un scherzato. incompetente, tu sei sessualmente incompetente, hai capito? E non mettermi le mani Tu addosso! sei un E non mettermi le mani addosso! Sei un bambino, hai capito? Sei un bambino, un bambino! Et d'ailleurs, enfin, personnes, comment dire, d'opinion politique très à droite sont souvent très enfantins dans le fond. Comment dire, le fascisme, enfin, bref, voilà, c'est des opinions, enfin, immatures, quoi, pour aller vite. De même que le gauchisme, mais justement. Du coup, la nana, c'est intéressant parce que, quelque part, elle se méprisait elle-même d'être attirée par ce mec. Mais du coup, elle se mettait en danger en rabaissant le mec tout le temps, en fait. En lui expliquant qui il était vraiment. Et lui, ça l'énervait parce que dans le fond, elle savait qu'il avait raison. Et du coup, elle se mettait en danger jusqu'à ce que, voilà. Et en fait, lui, auprès de la police, il répète ce que la femme a fait auprès de lui. C'est-à-dire, il se met en danger en laissant des preuves, des indices, etc. Sauf que ça vient jamais. Et en fait, en filigrane apparaît le troisième protagoniste, le jeune gauchiste, et des machins, qui lui aussi se tapait la nana et qui en fait apparaît sous beaucoup d'aspects comme étant en fait le double en termes de personnalité du fasciste de départ, et en fait il est en fait la mise à jour du fasciste de départ. C'est-à-dire que ils ont énormément de points communs. Déjà, lui aussi est à un côté très enfantin, mais lui, ça se voit encore plus vite. De la même façon que le flic, il commet un espèce de petit crime inutile et minable, tu vois. C'est-à-dire, lui, il a tué la nana, et lui, il fout une bombe, je sais plus où, enfin bref. Ouais, près du truc de la police, ou je sais Ouais, je sais plus quoi, voilà. Il exprime pareil de façon hystérique des idées parodiques. Aussi, c'est-à-dire complètement, voilà. D'un côté, enfin, il y a quand même des similitudes de forme énormes, quoi. Je veux dire, quand tu vois le flic, surtout au début, parler il faut l'autorité, la loi, etc., contre ceux qui veulent renverser l'État de façon complètement hystérique, et puis le gauchiste après qui dit l'État nous oppresse tous, il faut l'abattre et tout. Enfin, je sais pas, c'est complètement bref. Et puis bien sûr, il se tape la même femme qui en fait, est attirée par le même type de mec, en fait. Et en fait, du coup, t'as une espèce d'expression de ce passage de flambeau du fascisme plus classique au gauchisme, et notamment il y a la femme. Enfin, c'est révélateur. Enfin, franchement, cette scène comme ça, enfin, c'est comment dire, ça aurait pu être décrit. Enfin, c'est très clouscardien en fait cette scène-là, où, enfin, ces deux scènes. On voit une fois la femme dire, alors qu'elle est avec le flic, vas-y, grille le feu rouge parce que toi, je sais que tu seras pas condamné de toute façon. Donc on voit la femme en fait qui jouit du fait d'être avec un homme puissant et qui ne sera jamais puni. Dai, passa col rosso, che ti importa della legge? Ma no, ma cosa vuoi farmi Ma fare? no, dai, passa col rosso, passa col rosso, Non sono passa un col bambino, rosso. vuoi che passi col rosso? Ma Vuoi che sì, passi col forza. rosso? Dai, tu puoi fare che io lo qualsiasi faccio. cosa. Guarda Dai, che io lo faccio. fallo, Ma tu stai parti. attento, io non Ecco lo faccio così, di tutto, va eh. bene. Io vado! Io vado! Ecco, hai visto? Adesso che arriva il vigile, avanti, fagli vedere il tuo bel tesserino di riconoscimento. Ma si Dai, capisce che fagli glielo vedere faccio che sei un uomo importante. Deve tremare. Trattalo male, trattalo male. Patente e libretto di circolazione. Servizio. Tu, per favore. Scusi, dottor. Tu puoi commettere qualunque delitto. Te lo dico io. Et ensuite, à un moment, pour le provoquer, elle dit du bien du jeune gauchiste là. Et elle Ouais, dit, c'est un révolutionnaire, il est jeune. Lui au moins, c'est un vrai révolutionnaire, tu vois. C'est-à-dire que la même nana qui montre qu'elle jouit du fait d'être avec un homme privilégié dit ah non mais moi j'aime les vrais révolutionnaires, alors qu'en fait Oui, c'est drôle. Et comment tu l'interprètes ça? Bah par le fait que bon déjà le mec bien entendu n'est pas révolutionnaire.
Et qu'en fait, il a eu, comment dire, et en fait, le fait que, dans les deux cas, en fait, elle est attirée par les mecs dominants, en fait, c'est tout. Les types comment dire, quand je dis dominant, je parle pas d'un point de vue, attention, hein, sexuel ou pas, hein, mais je veux dire, je parle d'un point de vue, les mecs qui dominent dans la société dans laquelle ils vivent. Oui, tout à fait. C'est comment dire. Bah oui, parce qu'en plus, c'est l'époque où on approche des années de plomb. Et d'ailleurs, le gauchiste, on le voit. Le gauchiste, il a une morgue. Enfin, comment dire, il a une morgue, une espèce de, quand il nargue le flic, là, en gros, c'est toute la mauvaise foi de cette extrême gauche-là. C'est-à-dire qu'ils se font passer pour exactement le contraire de ce qu'ils sont. On voit que le mec, en fait, il jouit de sentir qu'il domine, en fait. C'est comment dire. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'à un moment, il y a un interrogatoire qui est censé avoir lieu entre le flic et le jeune gauchiste qui a été arrêté pour sa bombe, là. Et la scène est marrante parce que ça s'inverse. C'est-à-dire, le flic défaille un peu et c'est presque le gauchiste qui met en accusation l'autre et il y a une espèce de mise en symétrie de deux complète, en fait. Cane, smattone, lasciateci soli, andatevene proprio a bere un caffè. Lasciatemi solo con il compagno. Un tuo compagno ti ha accusato. Dalla galera non si esce dottori. Al massimo si esce rapinatori di banca. Pace Antonio, nato a Ravenna nel 1946, ex studente di chimica, anarchico individualista, condannato a 3 mesi di prigione nel 1968 per resistenza alla forza pubblica. Ma che credi? Che credi? Lo sai chi sono io? Per me, tu eri l'amante della signora del piano di sotto, quella che hanno assassinato. Da chi e quando? Per me la signora l'hai ammazzata tu il pomeriggio di domenica 24 agosto. A che ora? Per me puoi averla ammazzata tra le 17 e le 19. Ora in cui ci siamo incontrati al cancello, come sai. Visto che per te è tutto così chiaro. Denunciami. Ti piacerebbe? Denunciami! Qui ci sei e qui ci rimani. Un criminale a dirigere la repressione. Denunciami! Tu mi devi denunciare! Tu mi devi denunciare! Io ho sbagliato! Ma io voglio pagare, capisci? E non gridare! E non gridare! Fai il tuo lavoro! Tu mi devi denunciare! Denunciami! Perché io sono una persona... Aprite! E alla prossima azione ti telefono! Ti tengo in pugno, te! Ma che fai? Ma vieni qua, non fare il ragazzo, ragioniamo, ma per favore, torniamo in noi! Voglio uscire, fatemi andare via! Veglielo, fermati, vieni qua! C'est ça. Alors que l'ouvrier qui l'a piégé avec les cravates, là, le mec, il sait plus ce qu'il doit dire et tout. Qui est le seul, effectivement, le seul ouvrier, parce que finalement, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment cette histoire des années de plomb avec les mouvements étudiants et tout. C'est que finalement, les autres ce ne sont que des étudiants. Et d'ailleurs, il y a une scène qui est intéressante où ils font une sorte de collecte de tous les graffitis qui sont mis. Et en fait, tu vois qu'on passe de Staline, et puis t'as Mao, et puis t'as Sade, etc. Et donc on tombe de plus en plus dans le gauchisme, en fait. C'est ça qui est assez intéressant. Et Sade, en même temps, la droite d'une certaine façon. Enfin, c'est marrant. Nell'anno 1948 furono cancellate 2000 scritte inneggianti a Stalin, 50 a Lenin, 1000 a Togliatti, 30 al maresciallo Tito, 300 al Duce, 411 all'uomo qualunque. Nel 56 invece gli Stalin scendono a 100. Un calo enorme. E Togliatti? Stazionario. Nel 58 un centinaio di Viva Khrushchev, 50 Mao Tse e spuntarono anche un 500 a basso Stalin. Dottore, faccio notare che per ordini superiori non furono cancellati, ovviamente. L'anno scorso i Viva Mao arrivavano a 3.000, Ho Chi Minh arrivò a 10.000, Che Guevara 1.000, Marcuse 11 vive a basso. Un fatto nuovo, abbiamo notato un paio di viva a un certo Sade. Il marchese. Per l'anno in corso si prevedono 10.000 e viva Mao, 500 viva Trotsky e una decina di viva Amendola. E forse ancora un 500-600 viva Stalin. Cosa stanno facendo quelli? Donc c'est assez marrant et le seul effectivement qui est l'ouvrier, qui est le type qui a peur parce que c'est le représentant de la loi et il ose pas dire qu'il a reconnu, alors que le gauchiste, comme tu dis, lui il le dit.
Il dit mais c'est toi et que je te voilà quoi. Et en gros il fait un doigt d'honneur et tout. Oui. Ça c'est intéressant et effectivement cette femme elle est fascinée par le pouvoir et comme tu dis l'autre il représente un réel pouvoir où il utilise les moyens de l'État et l'autre c'est le pouvoir médiatique d'une certaine façon idéologique du gauchiste qui rejoint l'autre. Ouais et puis les deux se rejoignent et puis ouais voilà et puis en fait ce qui est intéressant c'est que tout le film tente à montrer que des situations qui ont l'air à première vue d'être d'une grande importance, plus le film se déroule plus on se rend compte que tout est dérisoire en fait. L'opposition du flic et du gauchiste c'est dérisoire, le meurtre de la fille c'est dérisoire, la bombe posée par le gauchiste c'est dérisoire, tout c'est qu'en fait les vrais enjeux ne se trouvent pas là en fait. Et d'ailleurs c'est un peu exprimé à la fin du film, quand la nana, dans le rêve, enfin, le mec fait un rêve, on imagine la nana, de toute façon, je serais morte d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire, la nana était en pulsion suicidaire, c'est-à-dire, elle se méprisait elle-même en raison de ce qu'elle était, en fait. Elle se méprisait elle-même, c'est pour ça qu'elle se mettait en danger, etc. Et voilà, et donc, en fait, même le fait, voilà, qu'elle soit morte, c'est pas si important, etc. Et ça permet, de faire une bonne transition, je pense, pour le film suivant. Au nom du peuple italien. Au nom du peuple italien, parce que... Où il y a une femme aussi qui meurt. Ouais, c'est pas à ça que je pensais, mais je pensais au fait que, bref, t'as le personnage principal qui est un juge, cette fois. Ouais, un juge intègre un peu. Ouais, c'est ça. Lui, il a un mi-chemin entre celui parfaitement conscient dont on a vu pour La mafia fait la loi, et celui, et les lumières des flics et journalistes français, des films français des années 80. Lui, il est un peu entre les deux. Il est un peu à mi-chemin. Ouais, c'est vrai. Et là, je disais que ça fait une maison, c'est qu'au début du film, à un moment, il prend en voiture un jeune gauchiste. Vai al camping di Tor San Lorenzo? Non sei il primo che tiro su. Lo sai perché vi faccio salire? Per dirvi ciò che penso di quelli come te. Che disprezzano quelli come me, ma si fanno scarrozzare dalle nostre macchine. Che ci definite sfruttatori, ma ci sfruttate. E fate bene, intendiamoci. Perché molti vi tollerano invece di schiacciarvi. Il camping? Lo sai che cosa farei io dei vostri camping? No, non li proibirei, no. Ma farei un editto, recingerli di filo spinato con corrente ad alta tensione. E poi dentro ci ficcherei tutti i giovanottelli come te, quelli al di sotto dei 25 anni, rapati a zero. Lavoro duro 16 ore al giorno, tutti obiettori di coscienza, anarchici, maoisti, tutti a soffrire. Come noi che abbiamo fatto la guerra e lavoriamo. E lavoriamo duro, per il benessere del paese. Quanti anni hai tu? Scommetto che dici 26 per evitare l'editto, eh? I'm sorry, sir. I don't understand. I'm English. Ma non hai capito, eh? E mi fai parlare mezz'ora. Va via, testa di cazzo, get out! Fascista! Figlio di minchiata! Ah oui. Pour l'insulter. Pour l'insulter, les foutre dehors, tu vois, alors. Juste pour l'insulter, les foutre dehors, alors ça crie, etc., espèce de con, machin, tout, puis voilà. Puis à un moment, et c'est ça, symboliquement, c'est assez bien vu, il prend dans la voiture à un moment le juge. Et là, c'est intéressant parce que là, il a son vrai ennemi. Et forcément, ça se présente pas du tout de la même façon. Ça part pas en cri hystérique, ça sert à rien, tu vois. Mais ça part dans des dialogues très serrés et très... Et aux enjeux... Attends, juste avant, je vais juste résumer le truc. Donc, en gros, le juge, donc il est nommé à Rome, machin, etc. Et de l'autre côté, on voit un grand industriel, bon, joué par Vittorio Gassman, qui... lui a beaucoup d'argent et tout, et ils vont finalement se croiser sur une affaire du meurtre d'une nana, où dedans il y a un nom qui correspond à celui de l'industriel, et on se rend compte qu'en fait ils se sont un peu fréquentés, parce qu'elle c'est un peu une pute en fait. Mais c'est une pute, voilà, c'est une pute et tout, et donc le juge soupçonne fortement
l'industriel, parce qu'en plus il voit que dans la ville où il est, il y a des malfaçons, il y a de la pollution, et que ça vient de son usine, de ses activités. Il est aussi dans le bâtiment, encore une fois. Et voilà. Et donc à un moment donné, ils vont se confronter, comme tu dis, avec une discussion où il le prend en voiture et ils vont aller manger sur une plage. Voilà. Je te laisse continuer. Oui, c'est ça. Voilà. Non, mais voilà, il finit sur une plage. Non, mais du coup, j'ai dit ce que je voulais dire. C'était pour faire la transition avec le film d'avant. Alors, du coup, on est en Italie. Et il y a un truc qu'on comprend tout de suite, qu'on voit d'ailleurs sur cette plage et qu'on voit à plusieurs reprises, c'est qu'il y a des déchets partout. Donc on comprend que il y a pas de service public en gros, quoi. Là, c'est ça, il n'y a pas de service public et c'est un peu l'entrepreneur roi, donc tout est dégueulasse, mais il y a un type qui se la raconte, parce que là il y a un point commun qu'on peut dire avec, enfin, la personnalité de l'entrepreneur est bien vue par le réalisateur, c'est que le mec est dans le storytelling permanent. Il parle beaucoup de lui, de sa vision, de ses trucs, et en fait il a une espèce d'angoisse de la solitude, le mec. Enfin, en fait, et d'ailleurs, on le voit même, enfin, tous les mecs qui se la jouent beaucoup, entrepreneurs et tout, même sur Internet, les mecs parlent d'eux-mêmes et font du storytelling en permanence. Tu prends Oussama Hamar, je sais pas, je donne ce nom parce que c'est ce qui me vient, mais tous, tu vois, parce que il fait une métonymie Oussama Hamar est une métonymie pour tout un tas de mecs qu'on voit sur Internet, là, qu'on nous balance, que les algorithmes nous balancent assez souvent d'ailleurs. Toujours dans le storytelling, voilà, enfin, dans le fond, t'as affaire à des pauvres mecs, quoi, et c'est ce qu'on voit. Ouais, avec sa famille, sa femme, qu'il aime pas, sa fille, il la connaît presque pas, et son père, il est horrible avec. Ouais, c'est ça, non. C'est ça, exactement, et puis c'est des types, qui sont en fait, dans des angoisses de solitude très fortes, quoi. Et donc en gros, c'est ça. Donc on retrouve la nana assassinée. Donc le juge est persuadé que c'est lui. Bon, à la fin, il se rend compte qu'en fait c'est pas lui, mais il est persuadé que c'est lui en fait. Donc il y a toute une traque qui se lance, etc. Il galère et tout. Et puis il y a un moment où, parce que le principal témoin qui aurait pu prouver que, parce qu'en fait, du coup, il s'invente un alibi, même si c'est pas lui qui a fait. Le chef d'entreprise, il s'invente un alibi pour être sûr d'être machin. Le problème, c'est que son père est un témoin qui peut prouver que l'alibi est faux. Donc du coup, à un moment, le juge débarque, mais au dernier moment, l'entrepreneur a réussi à envoyer son père dans un asile pour vieux qui s'est barré juste avant. Et donc bref, il ressort de la maison de l'entrepreneur, et là l'entrepreneur passe en voiture comme par hasard. Enfin, en fait, il avait juste fait un tour de pâté de maison pour faire croire qu'il était pas là. Passe en voiture, et puis je vous prends, machin, et c'est là qu'ils vont discuter longtemps, ils vont se retrouver sur une plage, etc. Une plage dégueulasse d'ailleurs. D'ailleurs, le juge, on voit qu'il a le souci de ce que, voilà, il veut que ce soit à nouveau beau et qu'il n'y ait pas cette espèce d'anarchie dans la construction, etc. D'ailleurs, la première scène du film, c'est le juge qui ordonne la destruction d'un bâtiment construit illégalement. Oui, c'est vrai. Et donc, voilà, ils discutent, et puis l'autre, il perd ses gonds, parce qu'en fait, comme je disais que ce juge était à mi-chemin entre le prototype de fonctionnaire français, ou journaliste français qu'on a vu tout à l'heure, et l'italien qu'on a vu dans La Mafia fait la loi. Probablement parce que le film est peut-être un petit peu plus récent, je dis peut-être des conneries, mais non, il est de 71, donc on est passé de 69 à 71, c'est quand même des années où les choses évoluent vite. Et donc voilà, et donc en fait, ce qui est marrant, c'est que lors de leur dialogue en fait, les deux se dévoilent, en fait. C'est-à-dire l'entrepreneur, il se dévoile comme étant, dans le fond, un type un peu sans scrupules et un peu minable, etc. Et d'ailleurs, il y a un truc... Oui, puis... Oui. Oui, et puis... Non, mais il lui dit à un moment... Ah, pardon, il lui dit à un moment... parce que, bon, déjà, l'autre, il le prend en train de mentir parce que l'autre, c'est un beau parleur et il ment. Et à un moment, il lui dit, oui, je mens parce qu'en fait, j'ai peur parce que vous avez des préjugés contre moi et c'est parce que idéologiquement... donc c'est pour ça que je vous mens, vous êtes opposé à moi, et c'est ça qui me fait peur. Voilà. Ma perché crede che un giudice diventi giudice? Per arricchire? Per avere il modulo compattizzato? Lei ha detto un sacco di cose, ma si è dimenticato dei 2 procedimenti penali a suo carico, nel 63 e nel 67. Il primo per traffico d'armi. Ma fui assolto! Per insufficienza di prove. E di quando tentò di portar via l'azienda al suo socio che poi si suicidò.
Ma era un paranoico, è stato dimostrato. Certo, con tanto di certificato. Allora lei non solo è andato a frugare nel mio passato, ma mi ha attirato, cioè mi ha invitato a pranzo per inquisirmi, per farmi sfogare. È stata una vera bassezza, lasci che glielo dica. Lei mi ha teso una trappola, né più né meno. Ah sì? Sì. Io lei, Sì. non lei a me. No, lei era sicuro che io l'avrei cercata per quel ruinol. Lei è molto più furbo di me. Può essere. E adesso senti il mio di sfogo, approfittando che non c'è nessuno che ci ascolta. Io sono stufo, e non sono il solo, di essere il difensore di leggi che proteggono una società che fa schifo. Perché consente a individui come lei di prosperare e proliferare. Individui come me? Come sono io, me lo vuol dire? Avanti, senti. Lei è un cittadino esemplare, per carità. Lei non froda il fisco, non incendi i boschi e non esporta valuti di Svizzera, no. Ma cosa Lei ha vuoi rispetto per il trovare? paesaggio, non inquina mari e fiumi, non corrompe i funzionari e frena davanti ai gatti neri. Signor giudice! Il signor giudice è convinto che certe leggi che consentono ai detentori del potere economico di danneggiare la collettività vanno cambiate, capito? Sacrosante, ma è quello che dico E anch'io! non mi tocchi! Paracadutista! Lei è un uomo vile e volgare. Sì, sono vile, è vero. Confesso di essere un vile perché lei mi fa paura. Perché fin dal primo momento io ho letto nel suo sguardo una parola agghiacciante, e cioè ideologia. Lei mi odia a livello ideologico. Lei è prevenuto contro di me. Lei non è un buon giudice. Ouais. Et c'est vrai que l'autre se dévoile un peu parce que c'est vrai qu'à un moment, il s'énerve, on comprend pas pourquoi le juge à un moment, quoi. Il s'énerve contre lui et en fait, il laisse exploser sa haine contre la personne de l'entrepreneur et ce qu'il représente, en fait. Et c'est-à-dire que, et en fait, il commence à démontrer qu'en fait, il a un combat politique à mener. Le problème, c'est que contrairement au juge enfin, ou en tout cas aux flics de La Mafia fait la loi, pour qui son rôle de fonctionnaire et son rôle de combattant politique sont à lui-même parfaitement clairs et parfaitement confondus. Dans le cas du juge, là, il y a un truc où en fait, il cache sa haine politique un peu derrière son boulot de fonctionnaire. Oui, il se ment à lui-même, il fait croire que il est intègre, que non, il est intègre, il est plutôt, enfin. Oui, mais il se cache derrière ça, en fait, en disant, moi, je juge je suis pas partisan. Voilà, c'est ça. Il se cache un peu derrière ça. Et donc, mais le truc, c'est que, et d'ailleurs, il y a un truc marrant, hein, lors de la première fois où il le convoque, d'ailleurs, le juge l'humilie un peu parce qu'il le convoque à un moment, il est dans une soirée déguisée, donc il arrive habillé en centurion romain dans les bureaux du juge. Oui. Bureau qui se situe dans je sais plus quel truc parce que le palais de justice s'est effondré à cause des malfaçons, donc toujours cette ils sont dans une caserne. ils sont dans une caserne, toujours ce truc de montrer qu'à cause du système non contrôlé un peu mafieux, il y a tout qui se casse la gueule. Donc il y a un moment, lors de sa première convocation, l'entrepreneur lui dit, et c'est marrant parce que ça revient sur ce qu'on a dit avant, vous vous en prenez à moi aussi, peut-être parce que je suis sicilien, hein. Donc ça reprend. Ouais, ça me fait penser. Je suis tombé sur des trucs là-dessus. Ça me fait penser. Je suis tombé sur des trucs là-dessus une fois sur un mec sur YouTube comme ça, pareil. Tu sais, le genre mec qui se la joue entrepreneur, je sais pas quoi. Et il disait ouais, on n'aime pas les Arabes qui réussissent. Tu vois. C'est un peu pareil. Oui, c'est un peu pareil. Et donc c'est vrai. Et donc c'est. Ouais. Lei qui è il superiore e io sono il subalterno. Siamo in una caserma, perché il palazzo di giustizia che fu edificato da costruttori truffaldini con la compiacenza di governanti disonesti ci stava crollando addosso. E perché me lo sta dicendo con quel tono, signor giudice? Forse perché anch'io sono un costruttore? È un delitto essere costruttori? Mi vuole arrestare per questo? In Russia siamo o in Cina? O è prevenuto perché sono di origine siciliana? No, certo. Lei è qui semplicemente per rispondere alle mie domande. Beh, ho risposto. Ma ammetto di non aver ancora capito che cosa vuole lei da me. Et donc donc la fin est intéressante parce qu'en fait il tombe sur un cahier, le juge, qui montre que le mec est innocent. Ouais, parce que la fille elle s'est suicidée en fait, c'est ça, c'est ce qu'on a. C'est ça, la fille s'est suicidée. Ouais. Et là, il est, comment dire, il a le cahier à la main et au début on comprend que du coup il comprend et du coup il va innocenter le mec, quoi. Mais il se passe un truc intéressant, qui est que c'est un soir de match de foot, comme quoi tout est lié. Hein. Et du coup, là, l'Italie gagne le match et les gens descendent dans la rue pour fêter le match, quoi. Lui, on comprend depuis quelque temps, le film nous fait comprendre que lui, le juge, le foot, il en a strictement rien à foutre, quoi. Et donc,
C'est comme un déclic, c'est comme un déclic chez lui. Ouais, en fait, c'est ça. Il voit tous ces gens descendre. Il voit un déclic et voilà. Donc, il voit cette espèce de truc, a priori complètement dépolitisé, mais qui est trop hystérique, des manifestations trop hystériques pour l'être réellement. Et notamment, on voit un moment un mec au hasard, c'était la victoire au foot, crier vive le Duce. Et là, le film se termine comme ça, on le voit jeter au feu, parce qu'il y avait une bagnole en train de brûler, suite aux manifestations de victoire, là. Jeter au feu le cahier qui permettait d'innocenter l'entrepreneur. Exactement. Et donc là, il n'est pas intègre. Donc là, non, mais le film s'arrête là-dessus. Le mec est parfaitement intègre depuis le début, ça s'arrête sur et donc là, il peut y avoir enfin moi c'est ce que je pense, deux interprétations possibles. De ce fait, le fait qu'il ait brûlé c'est que la première chose c'est que ça allait tellement désespérer ces trucs, il s'est dit de toute façon la société est tellement pourrie quoi que bon de toute façon il finira innocenté, donc c'est pas la peine, j'en ai rien à foutre, je brûle le truc, j'arrête de me faire chier et puis il sera innocenté, on s'en fout des preuves quoi. Donc ça c'est le premier truc et à mon avis c'est, étant donné le contexte de l'époque etc, je pense que c'est le plus probable. Mais il y en a une autre qui devant la haine, devant les effets objectifs de ce qu'il combat et de ce qu'il déteste en fait, il commence à s'assumer comme combattant politique en fait, quelque part. Donc en fait ils se disent, c'est un peu comme Al Capone, tant pis, on l'a lu sur fraude fiscale, je crois que c'est ça, un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Bah lui, même s'il a pas fait ça, il vaut mieux qu'il soit en prison, donc je brûle le truc et je vais le foutre en prison. Donc, oui, c'est intéressant. Parce qu'il le dit à un moment sur la plage, il dit j'en ai marre de rendre la justice qui défend des gens comme vous, etc. Oui. C'est déjà il commence à craquer, ouais. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc en gros ça charrie plein de trucs qu'on a dit avant. Il y a toujours et puis il y a toujours ce truc. Le bon fonctionnaire qui va combattre les résidus d'archaïsme, il n'est pas tenu par la famille. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais à la fin de la mafia fait la loi, donc le mec échoue, il est remplacé par un autre flic, et les mafieux dans la maison d'en face commentent le nouveau mec, ils disent oh ça va, il a pas l'air dérangeant celui-là. Et il y en a un qui dit oui, en plus il a une femme et des gosses, et les autres disent ah bah du coup c'est bon, on le tient. C'est vrai, bien vu. Et c'est un peu pareil là, le juge dans le. Oui, il est solitaire. Ouais, il est parfaitement solitaire, alors que l'autre, il a une espèce de famille dans laquelle. Et d'ailleurs, c'est assez drôle quand tu vois le juge pénétrer dans la maison de l'entrepreneur et dans le truc familial. Enfin, il y a un côté complètement incongru et en fait, ça amuse la famille de l'entrepreneur. C'est assez marrant. Mais oui, non, mais je pense que c'est une bonne hypothèse, mais et lui, du coup, il a compris le jeu d'une certaine manière. Justement, il cherche pas à faire son enquête intègre, tant pis. Ouais, c'est ça. En gros, le point commun entre les deux hypothèses, c'est qu'il a renoncé à un espèce de formalisme de oula, il faut que je fasse les trucs bien. Mon identité. Il y croit plus. Voilà, mon identité, c'est que je suis un bon fonctionnaire qui fait bien son travail, quoi.
Il y croit plus. Après, dans quel sens il y croit plus? Est-ce que c'est dans un sens désespéré, en mode, de toute façon, on en a rien à foutre? Ou est-ce que il prend conscience du fait que ce qu'il est réellement, c'est, voilà, il combat des gens, quoi, enfin voilà, et que, voilà, du coup, voilà, est-ce qu'il est vraiment prêt à tout pour les combattre ou pas? Là, du coup, je pense qu'on peut passer au dernier film, parce que c'est celui qui va être le plus intéressant historiquement qu'Emada. Donc, je résume très vite avant qu'on en parle. C'est donc, on est sur une île en gros imaginaire des Antilles qui serait portugaise, et on a un agent anglais qui est envoyé. En gros, pour servir les intérêts de la couronne d'Angleterre qui veut commercer et contrôler une partie du commerce, notamment du sucre de cette île. Et son but va être à la fois de soulever les esclaves et de soulever les colons blancs contre la colonie portugaise qui se détache et qui fait leur colons métis plutôt d'ailleurs. Mais... Ouais, exactement. Et il va y avoir 2 phases, donc pour aller très vite, après on va revenir dessus. Donc il arrive à faire peur un peu aux colons avec les esclaves et à leur dire que finalement leurs intérêts n'ont plus rien à voir avec on va dire en gros la métropole, quoi. C'est ce qui. Ouais, c'est ça. Avec le royaume de Portugal, quoi. Exactement. Donc il se sert des 2 forces. Et il arrive à mettre au pouvoir un des colons, je sais plus qui s'appelle Sanchez, je crois. En même temps, à montrer aux esclaves, leur dire bon, vous voyez, il y a déjà une forme d'indépendance, et il y a un des esclaves avec qui va repérer parce qu'il trouve que c'est un homme courageux, qui est José Dolores. Enfin, je sais pas si, non, je crois qu'il est pas esclave, peut-être qu'il est émancipé parce qu'il est porteur de valise, je sais pas exactement, parce qu'en fait sur l'île il y a des esclaves il a pas de maître, donc il est pas esclave officiellement. Ouais, il doit être émancipé. Ouais, voilà, il porte des valises, quoi, pour des gens. Voilà. Mais en gros, les types, donc, quand, et d'un seul coup, les colons arrivent, le José Dolores, qui fait partie, on va dire, en gros, des Noirs, pour être plus simple. Ça englobe à la fois mais quand on regarde le film, c'est comme ça qu'on comprend. Bon. Voilà, exactement. Et donc ce José Dolores qui a aidé à l'indépendance avec les autres, lui il veut sa part parce qu'il se dit oui mais en fait ok on a l'indépendance mais il y a rien qu'à changer. Donc l'agent anglais lui dit ok, je vais très vite, on va revenir dessus, il lui dit ok donc vas-y gère le truc, et on se rend compte très vite que José Dolores n'arrive pas à maintenir l'économie, à construire on va dire en gros un gouvernement, etc. Et donc très vite il dit ok bon bah je laisse ma place aux blancs, aux femmes. Ouais, un peu à contre-cœur, hein, il comprend qu'il se fait avoir en fait, mais il a pas le choix. Exactement, on va revenir dessus. Et puis donc il y a le Sanchez qui arrive, et puis là l'agent anglais se barre, il se dit bon ok c'est bon, j'ai fait mon truc. 10 ans après, il revient, parce que cette fois, c'est plus le royaume d'Angleterre qui l'envoie, c'est une compagnie sucrière anglaise, parce que il y a un peu des remous, et donc parce que les esclaves, les esclaves, les noirs en général, même ceux qui sont libres, se sont un petit peu organisés, et ils veulent plus être dans le compromis. Donc lui, il est là pour arranger ça. Il fait en sorte que finalement celui qui lui a servi, le colon Sanchez, on se débarrasse de lui, c'est-à-dire qu'il nous a servi mais il commence à trop poser de questions parce que, et ça on va revenir, il dit oui ok on est indépendant, maintenant on a encore des problèmes avec les esclaves, mais aujourd'hui... Ils sont plus esclaves qui sont salariés, mais voilà. C'est ça? Ouais, on va revenir sur ça. Ouais. Mais en gros, il dit oui, mais le problème, c'est que il commence à contester l'importance de la compagnie sucrière anglaise en disant mais c'est nous maintenant, et il comprend pas. Et donc du coup, il le fait virer, il met un autre mec et donc le colon blanc qui était en gros qui a pris la place du gouverneur, se fait assassiner. Parce qu'il a remis en cause aussi la compagnie sucrière. Et maintenant, l'agent anglais doit s'occuper des Noirs qui maintenant sont rentrés dans une forme de lutte armée, sont dans des montagnes assez... c'est pas vraiment des montagnes, mais c'est une sorte de maquis, quoi. Ça serait un équivalent, un lieu très aride où ils se cachent. Et son but, maintenant, il va essayer de négocier avec eux. Sauf que là, il tombe sur un os, c'est que José Dolores, il veut plus de négocier. Et donc le but maintenant va être de l'éliminer. Pour aller très vite. Ils vont l'arrêter, donc ça passe par plusieurs étapes, je vais vite, ils vont jusqu'à brûler l'île, c'est la politique d'une terre brûlée pour les faire sortir, etc. Ils arrivent à le capturer, et puis là, d'un seul coup, l'agent anglais, ils veulent tous le tuer, puis il dit ouais mais bon, c'est pas bon parce que vous avez vu ce qui s'est passé à Haïti, tout sans l'ouverture, etc. Ça peut donner des idées, il va devenir un mythe, donc il faudrait qu'on en fasse
un traître, quelque chose, quoi. Et donc il essaie de réfléchir. Et il y a une fin un peu trouble, on va en rediscuter. Donc il essaye de le faire relâcher, José Dolores, pour partir. Et puis José Dolores refuse. Et donc on comprend qu'il va être exécuté. Puis l'agent anglais dit j'aurais fait ce que j'ai pu. Voilà, je repars. Et à la fin, il se fait tuer par un autre porteur de valise. Donc voilà, en gros. L'histoire, et on va rentrer dans le détail si tu veux c'est ça, et qu'il se fait tuer un peu par vent. En gros, le nouveau porteur de valise venge. Voilà, exactement. José Dolores. Et donc on peut revenir au début quand il arrive et qu'il rencontre les colons pour la première fois portugais, si tu veux, et qu'il leur fait... alors déjà, il arrive. Donc déjà, donc là, on est dans la colonisation la plus ancienne. Enfin voilà. Au début 19e, 19e. Plutôt en fait. Mais bref, en fait, on comprend que les Portugais occupent l'île d'une façon, très. C'est c'est de la colonisation encore d'ancien régime, c'est-à-dire avec une brutalité très immédiate en fait. C'est-à-dire esclavage qui est toujours légal. On voit un noir. D'ailleurs, quand il arrive, comment il s'appelle déjà le personnage principal? William Walker. Voilà, bref, l'anglais. C'est Marlon Brando. Voilà. Quand l'anglais arrive, d'ailleurs, au début, il devait. En fait, l'objectif, son objectif, c'est que les entreprises britanniques, que la Grande-Bretagne prenne possession de l'île en manipulant les esclaves. C'est son objectif. Pour les faire se révolter contre les Portugais. Donc il arrive et donc déjà on se rend compte que les Portugais tiennent bien du Munster. Il avait une source parce qu'il savait qu'il y avait un chef rebelle, il voulait rentrer en contact avec ce chef rebelle, sauf que ce chef rebelle s'était fait arrêter par les Portugais. Il a le temps de rapidement voir l'exécution du mec. Et on voit que l'exécution, je sais plus comment ça se passe, mais c'est vraiment l'exécution assez horrible là par étranglement, je sais pas quoi. Enfin, donc on voit le truc à l'ancienne, comme on dit, quoi. Et donc ensuite il essaye de voir avec la famille du mec qui s'est fait exécuter pour essayer de prendre contact avec des rebelles, mais la famille ne parle pas, ça marche pas. Retour à la case départ. Et là on voit un peu l'agent britannique ingénieux, c'est-à-dire il va lui-même créer un rebelle en fait, c'est-à-dire il va trouver un noir, il va essayer de trouver un noir qui a l'air plus décidé que la moyenne, etc. Et il va le former, etc. à se rebeller contre les Anglais. Contre les Portugais. Et donc il en trouve un avec cette espèce de porteur de valise. À un moment, je me souviens plus exactement de la scène, mais il commence à le provoquer un peu verbalement. Ouais, pour voir s'il répond aussi. Et effectivement, le mec répond et commence à essayer de lui planter un couteau. Et donc du coup, l'Anglais se dit c'est bon, voilà. Et donc l'anglais commence à le prendre sous son aile, à le former, lui expliquer ce qu'il faut faire, on va voler ça aux Portugais, machin, et donc notamment il leur fait dévaliser une banque. Voilà, il leur fait dévaliser une banque et il leur fait faire se rebeller, créer des villages parce qu'en fait ils sont tous noirs les esclaves, hein, donc des villages de noirs. Il leur livre des fusils, etc. Il apprend aux noirs, c'est intéressant comme ça, il apprend aux noirs à se servir du fusil, et ensuite les noirs s'en servent contre les Portugais. Et c'est marrant parce que c'est ce qui va faire contraste avec la période d'après, c'est que là, c'est très clair, c'est-à-dire les Portugais ils sont tous blancs, les noirs les esclaves ils sont tous noirs, et c'est comme ça que ça se passe. Et donc on voit les soldats portugais se faire arriver, se faire tuer, etc. Il obtient victoire. Donc comme tu l'as dit, ensuite il retourne en Angleterre et je crois qu'il revient sur l'île 5 ans plus tard, je sais plus exactement. Non, attends, pas tout de suite. Avant, il va d'abord. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Il s'occupe des colons. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Il arrive. Et pour leur dire que la fin de l'esclavage. Voilà, il leur fait promulguer la fin de l'esclavage. Mais le chef rebelle noir qu'il a formé se méfie tout de suite parce il prend il y a des scènes où il s'assoit sur une espèce de trône et ça. Il prend tout de suite les signaux extérieurs du pouvoir histoire de montrer qu'il ne va pas se laisser faire, quoi. Et est-ce que tu peux dire un mot justement quand il essaye de convaincre les colons? Alors déjà, il utilise l'argument en disant parce qu'au début les colons ils veulent bien s'en aller, ne plus être dépendants de l'Angleterre parce qu'en fait, du Portugal. Oui, pardon, du Portugal parce qu'en fait ils ont plus rien en commun.
et que voilà, c'est fini maintenant, ils ont leur propre société, ils dirigent machin. Donc ils veulent bien, mais à un moment donné ils disent ouais, mais est-ce que nous on veut continuer l'esclavage, et là il leur dit un argument intéressant. Déjà il leur fait peur en disant mais de toute façon en gros l'histoire va avancer, c'est-à-dire que vu ce qui se passe ailleurs, ils prendront votre place quoi qu'il arrive, parce qu'au début c'est ce qu'ils disent ouais mais si on leur donne, ils vont être comme nous, ils vont posséder des terres machin et tout, et là il leur dit oui mais de toute façon ils le prendront quoi qu'il arrive, vu ce qui se passe. Et après, il donne l'argument, justement, et là, si tu peux revenir dessus, du salarié, finalement, que c'est mieux, tu vois. Je voudrais que tu sois dialectique là-dessus, c'est intéressant, cet argument. Gentlemen, let me ask you a question. Now, my metaphor might seem a trifle impertinent, but I think it's very much to the point. Which do you prefer? Or should I say, which do you find more convenient? A wife or one of these mulatto girls? No, please don't misunderstand. I'm speaking strictly in terms of economics. What is the cost of the product? What does the product yield? The product in this case being love. Purely physical love, since sentiments obviously play no part in economics. Quite. Now, a wife must be provided with a home, with food, with dresses, with medical attention, etc., etc. You're obliged to keep her a whole lifetime, even when she's grown old and perhaps a trifle unproductive. And then, of course, if you have the bad luck to survive her, you have to pay for the funeral. No, it's true, is it? Gentlemen, I know it seems amusing, but actually those are the facts, aren't they? Now, with a prostitute, on the other hand, it's quite a different matter, isn't it? You see, there's no need to lodge her, or to feed her, certainly not to dress her, or to bury her, thank God. She's yours only when you need her. You pay her only for that service. And you pay her by the hour. Which, gentlemen, is more important and more convenient? A slave or a paid worker? Which do you find more convenient? Foreign domination with its laws, its vetoes, its taxes, its commercial monopolies, or independence? With your own government, your own laws, your own administration, and the freedom to trade with anyone you like. On terms that are dictated only by the prices on the international market. Not only for the freedom of trade, Mr. Walker. I believe that for many of us there are idealistic motives which are even more important. We are now a nation, a small nation, born here and forged with toil, with difficulty. It took more than 3 centuries. A nation which originated from Portugal, but now is not a part of Portugal anymore, and that no longer wants to be a Portuguese colony. That's all quite correct, my dear Teddy. We all agree on the idealistic motives. But it's the example of the whole that doesn't convince me as yet, Mr. Walker. What will happen if once the Negro ceases to be a slave, and instead of wanting to be a worker, wants to be the boss? That's exactly what will happen if we go on arguing about it. 4 months ago, Jose Dolores was on the Sierra Madre with a few dozen men. Then he reached Sierra Trinidad with 400 or 500. Now there are thousands spreading through the lowlands. It is my view that if you don't take immediate action, if you don't weave yourselves into this revolt, you'll be swept away. And then your ex-slaves, instead of becoming your workers, will not become your bosses, Mr. Prado, but your executioners. Now, what are my interests in the matter, and who am I? Very simply, I represent Her Britannic Majesty, British agent if you prefer. But actually, you know, England wants the same thing that you want. The freedom of trade, and therefore an end of foreign domination in all Latin America. But what England does not want, however, and what I think you yourselves do not want, are these revolutions carried to their extreme consequences. Men like Jose Dolores and Toussaint Louverture are perhaps necessary to ignite a situation, but then after that they become very dangerous, as in Haiti, for example. Il leur explique qu'en gros, l'exploitation sera plus efficace avec le salarié. En gros, c'est ce qu'il veut expliquer. Exactement. Donc ça, c'est un truc on va y revenir parce que c'est un truc qui est développé tout le long du film où c'est, comment dire, c'est quand même un truc assez fin. C'est-à-dire que, à la fois, c'est vrai que c'est une façon plus efficace d'exploiter, mais c'est quand même un progrès, quoi.
C'est ce qui est un peu... Exactement. Et ça, c'est ce qui est difficile à comprendre aujourd'hui pour beaucoup de gens. C'est pour ça que j'aimerais bien que tu... Voilà, mais de toute façon, en racontant le film, ça va arriver. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ça va arriver. Et donc, une fois qu'il a convaincu les colons de prendre le parti des Noirs pour renvoyer les Portugais, et donc... Voilà. Il y a un blanc qui assassine le gouverneur, et c'est là que d'un seul coup, la place est bonne, et que c'est José Dolores qui veut, comme tu dis, prendre le pouvoir pour dire non, on se laisse pas faire. Voilà, on se laisse pas faire. On le voit d'ailleurs sur un espèce de trône, histoire de montrer. Et là, en fait, l'Anglais qui a de bons rapports avec lui, parce qu'il l'a formé, il l'a libéré des Portugais, comment dire, objectivement. Donc jusque-là, il a des bons rapports avec lui explique, non mais écoute, laisse faire les choses importantes à nous, parce que le commerce, tout ça, il dit la civilisation, il résume tout ça par la civilisation. La civilisation, c'est un truc compliqué, laisse faire les colons, les blancs, là, vous serez libre sur votre petite terre, là, ou je sais pas où. Excuse me, General, but I must talk to you about a very urgent matter concerning both our countries. All of Kmata's sugar is rotting in storehouses and on the quays. And so? But only a commercial agreement between us can change this situation. And so? The temporary government no longer exists. With whom can I negotiate? Who will sign this agreement? I was advised to ask you. Who advised it? I did. I told him. And not even England can wait forever. But not only England buys the sugar. No, and not only Kamada sells it. Not to mention the fact that in Europe they're already extracting it from sugar beet. Did you know that, General? And what if Kamada were not to sell any more sugar? How would these people live? You can't delay your decision, General. Competition's getting stronger every day. Are you familiar with the latest raw sugar market quotation? 10 and 11 raw sugars, which up to a month ago were quoted at 7 5/8 to 8 cents a pound, at the last opening had no price. The refined of 8 1/4, 3/4, down by a half, more or less. Number 12, current category. Opened without firmness. The refined polarized at 96 degrees, and lot 60 aren't even quoted at the opening. That's enough. Get out. But, General... Leave me alone. Who'll govern your island, Jose? Who'll run your industries? Who'll handle your commerce? Who'll cure the sick? Teach in your schools? This man? Or that man? Or the other? Civilization is not a simple matter, Jose. You cannot learn its secrets overnight. Today's civilization belongs to the white man, and you must learn to use it. Without it, you cannot go forward. But to go where, English? It's better that you too go away. Et d'ailleurs, le noir, on sent qu'il sent un peu que ça sent mauvais, mais en même temps, il a pas d'autre choix que d'accepter parce que c'est vrai que aller il vendre. n'arrive pas à gérer l'économie. C'est ça, il n'a pas la formation en commerce, en ce qu'il faut pour aller vendre la canne à sucre sur le marché international et pour vivre de ça. C'est ça. Voilà. Donc. Ouais, parce qu'à un moment donné, il y a un des mecs de la compagnie sucrière qui essaie de le voir et il l'humilie un peu parce qu'il dit oui, mais vous comptez faire quoi? Il lui pose plein de questions et à un moment donné, l'autre il dit mais non, si vous voulez pas, on vendra notre sucre ailleurs. Et il dit et l'anglais, enfin l'autre de la compagnie, il lui dit mais non, on peut acheter aussi du sucre ailleurs. Et puis il dit n'oubliez pas que maintenant en Europe il y a la betterave, donc en fait, tu vois, à chaque fois il lui faut un coup de pouce. Et l'autre il sait plus quoi dire. Qu'est-ce qu'il me connaît à l'Europe et à la betterave, l'autre, tu vois? C'est ça. Donc bon. Voilà. C'est quand même un peu mais c'est compliqué parce qu'il est en situation il est complètement dominé par manque d'éducation en fait. Enfin, c'est ça.
Contrairement à ce que dit Bourdieu, ce qui fait que les gens sont dominés, c'est pas qu'ils vont à l'école, c'est qu'ils ne vont pas plutôt. Hein, mais on y va. Exactement. On va pas. Non, mais c'est quand, non, mais comment dire, c'est un autre débat, mais je mets ça comme ça parce que c'est souvent. C'est vrai, t'as raison, fallait le dire. Voilà, et donc du coup l'anglais repart en bon terme avec José comment là, José, je sais plus comment. José Dolores, et hop, il boit un verre tous les deux, il repart. Ensuite, t'as un espèce de court entracte, je crois que c'est 5 ans plus tard. C'est quand qu'il revient? Ouais, 10 ans. 10 ans, ouais, il y a quand même un peu de temps. 10 ans plus tard, c'est ça qui est intéressant, juste avant qu'il reparte, il y a un petit court passage où on voit sa vie à Londres, dans des espèces de faubourgs complètement machin, et on voit que le mec vient des bas-fonds, tu vois. Et donc là, tu vois, tu comprends que ça décrit une époque où le capitaliste savait repérer des mecs, les former et les rendre efficaces, tu vois. Il y avait quand même un système, l'impérialisme anglais, c'était pas rien quand même. Et donc, et donc voilà, 10 ans plus tard, on le rappelle. Pourquoi? Parce que bien évidemment, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que ceux qui ont pris le pouvoir, ce sont les colons métissés d'origine portugaise, là, qui en fait n'ont pas eu d'autre choix que de se soumettre au desiderata en fait des Anglais. Les Anglais qui contrôlent tout le commerce, qui voilà, une situation de monopole totale, et voilà. Donc en fait, on retrouve comme une espèce de néocolonie britannique complète. L'esclavage a été aboli, mais en fait, les Noirs sur place n'ont pas d'autre choix que de travailler pour le même gros employeur, et ils sont traités exactement, enfin, à peu près exactement de la même façon. Et à la moindre révolte, ils sont fusillés, tout ce qu'on veut, voilà. Et donc mais il y a de nouveau une révolte, toujours par le fameux José Dolores, que l'agent anglais avait formé, à remonter une révolte bien organisée, bien retranchée dans certains villages et tout, contre les Anglais cette fois. Et donc on appelle de nouveau l'agent anglais parce qu'on se dit, il le connaît, c'est son pote, il va calmer tout ça. Enfin, bon. Well, we've known each other for a long time, haven't we? Roughly 10 years. No, it's exactly 10 years, isn't it? 10 years ago, I worked for the British Admiralty. I now work for the Antilles Royal Sugar Company, which our ex-consul so ably represents today. We've both since changed our employers. However, the Admiralty has given me its approval. And so, I'm now here in the capacity of military advisor, invited by the government of Queimada and paid for by the Antilles Royal Sugar Company and authorized by Her Majesty's government. Let's hope that my advice is worthy of so much trust. General Prada has informed me of the events of the last 10 years. I now would like to summarize the most important facts. May 13th, 1845, Jose Dolores agrees to dissolve the rebel army. Queimada is proclaimed a republic, and Mr. City Sanchez is its first president. March 7th, 1847, the Republic of Queimada cedes to the Antilles Royal Sugar Company the right of exploitation of the sugar plantation for 99 years renewable. Why don't you mention the commitments of the Royal Sugar Company towards Queimada? Because, Mr. President, that is not the most important aspect of the problem. And is it not important that my company has already built a hospital and 50 miles of road? No, Mr. Sheldon. But what is important is that the Royal Sugar Company controls in practice the entire economy of Queimada, whilst the government of Queimada, in practice, no longer controls anything. You're forgetting, Sir William. You were asked here to put down a revolt and not to concern yourself with our government's policies. Yes, well, without these policies, there wouldn't be any revolution, Mr. President. Jose Dolores takes over the revolution and organizes a new army that wins some victories. 3 months later, England intervenes. Now, what do you want me to do? To deal with Jose Dolores. Or to help us get rid of him? Our government wants to negotiate, Sir William. And not because it is the only solution, but because it is the best. No one can do this better than you. You've already done it once. 10 years ago. The situation is the same. Yes, but the problem is different. 10 years is a long time.
can be a very long time. Even so, it's still only 10 years. No, I only want to explain, General, that very often between one historical period and another, 10 years suddenly might be enough to reveal the contradictions of a whole century. And so often we have to realize that our judgments and our interpretations and even our hopes may have been wrong. Et bon déjà l'option on va discuter tranquillement parce que on a été potes il y a 10 ans, on comprend très vite que ça va pas le faire, que voilà, José Dolores se sent complètement trahi. À un moment il envoie des émissaires qui sont retournés complètement, enfin égorgés en fait, enfin bref voilà. Ouais, ils sont morts, et voilà c'est ça. Alors déjà quand même on a quand même des scènes de répression de cette guerre. Alors déjà il y a une différence immédiate qu'on a avec l'époque portugaise, qu'à l'époque portugaise, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment les Noirs contre les Blancs, quoi. Alors que c'était vraiment les soldats portugais contre les révoltés. Alors que là, il y a des supplétifs. C'est-à-dire déjà, dans le capitalisme, on voit déjà un supplément d'efficacité dans la répression, c'est qu'on arrive à recruter des mecs, parce qu'en gros, il y a un certain nombre de Noirs qui sont en fait en première ligne pour combattre les révoltés noirs esclaves, enfin, plus esclaves, mais salariés, mais bref, voilà. Et c'est eux qui sont en première ligne, en fait, c'est presque eux qui font tout le boulot immédiatement, parce qu'en fait, du coup, ils sont bien payés. On les paye bien pour ça. Et d'ailleurs, du coup, l'agent anglais organise la répression. Enfin, il fait son boulot, quoi, froid. Il organise le comment dire, la conquête en fait militaire, concrètement de la reconquête militaire de l'île et dans le but de la capture de Rosé. En brûlant tout, quoi. Au point que un des mecs de la compagnie dit attendez, on n'a plus de canne à sucre, et l'autre il lui fait une espèce de discours qui est intéressant où il lui dit mais en fait c'est un peu le capitalisme, c'est qu'au départ ça construit des choses et à la fin faut détruire pour essayer de continuer. Enfin j'ai du sort. Alors il y a plusieurs choses. Déjà il y a quand même une certaine forme d'efficacité qu'on retrouvait pas dans le cas des Portugais, tu vois, qui est lié au capitalisme. C'est-à-dire que ils regardent une carte, ils regardent les entrées, les sorties, par où on peut passer. On voit une espèce de planification dans la répression pour que ce soit fait de façon la plus efficace possible. Alors qu'on voyait les Portugais, c'était complètement à l'arrache. Ils envoyaient des soldats avec des fusils qui se faisaient abattre les uns après les autres. Enfin c'était beaucoup moins voilà. Donc déjà il y a une bien plus grande rationalité, alors que là ils mettent le feu, du coup les mecs sont obligés de sortir du village et donc là il y a les supplétifs noirs qui les abattent comme des lapins en restant sur place, tu vois. Enfin, c'est beaucoup plus, c'est voilà, d'un point de vue strictement de l'efficacité, c'est beaucoup mieux fait. Ce qui est d'ailleurs, il y a un moment pendant cette réflexion, il y a un des supplétifs noirs qui dit à l'agent anglais, moi j'ai pas envie que José Dolores soit attrapé. Parce que tant qu'il est pas attrapé, moi on me paye bien pour qu'on puisse l'attraper. You're sorry? No. I wouldn't want to find him like this. Well, you might have thought of that before. No, I say, as long as Jose Dolores lives, I have work and good pay. Is it not the same for you? No, on the contrary, I work for an overall sum. Et là, il y a un truc marrant, c'est que l'agent anglais lui répond, moi aussi je suis payé, mais mal. Et donc là, en fait, il y a un truc intéressant, c'est-à-dire que, pour revenir à cette thématique qui, en fait, va traverser sur ce rapport entre esclavage et salariat, c'est-à-dire que le salariat, dans un premier temps, on a vu, n'a pas amélioré la condition des mecs, quoi, et même dans la façon de réprimer plus efficace. Sauf que, là, il se passe un truc, c'est que, en raison de la révolte de l'autre, ils sont obligés de bien payer certains noirs. Et qui, du coup, l'autre a comparé son salaire, enfin, symboliquement, c'est très fort, en fait. C'est-à-dire que l'agent anglais a fait une comparaison entre, même si elle est fausse, ironique, tout ce que tu veux, mais il a osé une comparaison entre son salaire et celui du noir, en fait. C'est-à-dire qu'il y a plus de séparation ontologique, en fait. Il y a plus de séparation ontologique absolue entre les deux, elle est en train de s'effacer, en fait. Ils sont comparables par l'argent. C'est l'argent qui révèle l'universalité humaine, quoi. Comme Marx l'explique, d'ailleurs, de façon directe. Mais ensuite, ils finissent par l'attraper. Et là, il y a un truc intéressant, c'est que à un moment, les Anglais se demandent comment ils vont l'exécuter. Ils disent, oh non, pas par strangulation, ça va trop rappeler la barbarie portugaise. C'est vrai. Alors je crois qu'ils ont prévu de le pendre.
Ouais, le pendre. Parce que alors, je dis ça parce que le pendaison c'est un peu une triangulation, mais le truc portugais qu'on voit au départ c'est différent. Le mec est plaqué, il y a une espèce de trucs en métal, c'est beaucoup plus violent en fait, c'est beaucoup plus dur. Je sais pas, j'ai plus trop le souvenir, mais voilà. Oui, c'est vrai. Voilà, ça va trop rappeler la barbarie portugaise. Voilà. Et donc, donc ensuite arrive la fin où, comme tu l'as déjà dit, le type, l'agent anglais, lui, il faisait ça juste parce que c'était son boulot, mais il aime bien le mec, alors il essaye de faire en sorte qu'il s'échappe. Le mec refuse de s'échapper, il aime bien que l'agent anglais lui ait retiré les liens. Et pourtant, l'agent anglais lui dit, mais tu peux aller te retirer dans un village et remonter une révolte, et l'autre lui dit non, enfin bref. My God, man, go. Your time's running out. Come on, you're free. Jose, you're free. Free, don't you understand? Why? What good does it do? What meaning does it have, Jose? Is it a revenge of some sort? But what kind of revenge is it if you're dead? I don't know, Jose. It just seems madness. Why? Et finalement, ça s'arrête comme ça voilà, le réalisateur a voulu faire un espèce d'éternel retour, enfin pas d'éternel retour, mais de voilà, montrer que cette espèce de lutte allait continuer de façon nécessaire avec le nouveau porteur de valise. Oui, le nouveau porteur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les deux meurent comme si à chacun avait fait son truc et ils meurent, en fait. Ça y est, ils ont fait leur part d'histoire. Il y a un côté comme ça, c'est vrai. Et ce qui est aussi intéressant, tu pourrais y revenir en même temps que développer le sujet, mais ce qui est plusieurs fois l'agent anglais, et il répond un peu à José Dolores, plusieurs fois il dit moi je sais pas pourquoi je fais ça, mais je veux faire les choses bien. Et l'autre, José Dolores, il lui dit deux fois, et notamment la dernière fois où il lui parlera, parce qu'après il est dans un mutisme, il lui dit mais la civilisation c'est bien, mais pour aller où? Et c'est-à-dire que l'agent anglais, on sait pas où il veut aller, mais il sait comment le faire d'une certaine manière, alors que l'autre il sait pas comment faire, mais maintenant il sait où il veut aller. Mais voilà, mais... C'est en gros la civilisation pour faire quoi? En fait, quand il dit la civilisation, c'est en référence à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la civilisation, c'était le commerce, tout ça, du début que lui ne maîtrisait pas, tu vois. On est sur en fait, on a une représentation, enfin, que moi je trouve vraiment bien faite de ce que sont les luttes historiques, en fait, de ce type. C'est-à-dire qui, en général, finissent par des échecs, mais qui apportent un progrès inconscient, souvent porteur d'autres choses pour l'avenir. C'est-à-dire... Ce qui était le cas avec le capitalisme, en fait. Oui, c'est ça. Et puis, voilà, là, il apporte. Mais là, en fait, là, le progrès qui est apporté, il est double. Enfin, bon, déjà, il y a la conscience apportée aux esclaves, enfin, aux salariés, oui, aux noirs, bref, qui vont continuer leur truc. Mais en même temps, il y a aussi le fait que par l'argent apporté par le capitalisme, etc., cette diminution de la séparation ontologique dont je parlais tout à l'heure est porteur aussi d'autres perspectives pour l'avenir, en fait, qui arriveront plus tard. Mais c'est ça qui est à la fois dialectique et en fait assez tragique, c'est-à-dire qu'en fait le progrès apporté par la révolte de José là, José Dolores, le progrès apporté se traduit aussi par les gens qui le répriment, en fait. Chez les gens qui le répriment, en fait. Et donc, en fait, du coup, on a un espèce de truc où José Dolores, c'est là qu'on voit qu'on n'est pas encore à un degré de conscience qu'on aura au 19e et 20e siècle. C'est-à-dire qu'à la fin, il n'a pas d'autre choix de faire le geste sublime d'accepter sa mort, en fait. Je veux dire, crois-moi qu'un Fidel Castro ou un Lénine, il se serait barré, mais bien, quoi. Tu vois. Je veux dire, il aurait pas, simplement, comme tu disais, comme en fait, en raison de son éducation, etc., il n'a pas d'autre choix que d'être dans le refus total de ce que dans ce film est appelé la civilisation, c'est-à-dire le commerce, etc.
En fait, il n'a pas de débouché réel. Le José Dolores là, il est perdu d'avance. Et donc, oui, c'est-à-dire que finalement il accepte d'être le martyr, c'est-à-dire que pour ça qu'il veut mourir. Ouais, en disant, voilà. Je réveille quelque voilà, chose. Et puis il sera quelque chose parce qu'en fait il n'a pas de débouché réel comme je disais, parce que en raison de son manque d'éducation dont on a dit tout à l'heure, voilà, et du fait qu'il peut pas le rattraper, il n'en a même pas la possibilité, il n'y a même pas les écoles, il n'y a rien en fait. Il a pas d'autre choix que d'être dans un espèce de refus total de ça, ce qui l'empêche totalement d'avoir des débouchés politiques concrets, et donc ce qui le condamne un peu au martyr, quelque part au martyr qu'il accepte. Au martyr qu'il accepte à la fin, quoi. Mais voilà, c'est pas pour rien, parce que c'est porteur doublement des progrès, ce qu'il a fait. À la fois parce que l'esprit de révolte n'est pas mort, donc ça c'est le truc un peu classique et que le réalisateur a consciemment voulu faire passer, mais en même temps pour une autre raison qu'à mon avis que le réalisateur fait passer, mais je pense inconsciemment, qui est que le capitalisme à chaque grande révolte de ce type est obligé d'évoluer pour pouvoir se survivre, et ces évolutions sont porteurs de nouveaux progrès d'avenir, et là comme on a vu, le progrès qu'on voit quand même tout de suite, c'est ces noirs qui accèdent à l'argent dans une certaine quantité, etc. Et qui se retrouvent mis sur un pied symboliquement d'égalité avec les blancs, ce qui à l'époque portugaise était inconcevable. Oui, ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'agent anglais, donc gros le capitalisme, il fait une avancée historique qui en même temps, il crée ses propres contradictions, parce qu'à un moment donné, il y a le Sanchez, donc au départ le métis qui est au pouvoir avant qu'il meure, il discute avec un mec dans une bagnole, enfin pas dans une bagnole, dans une calèche, je sais plus. Et il dit ouais, moi je commence à en avoir marre, les Anglais, machin, ils ont tout, enfin la compagnie anglaise, et finalement, en gros, il regrette presque avant, quoi. Ouais, mais c'est vrai que j'avais oublié de préciser, j'avais oublié de préciser le passage où les Anglais fusillent le président. Oui, parce que d'un seul coup, il a commencé, et à un moment donné, l'autre, il dit, ouais, mais les Anglais, ils nous ont aidés quand même contre José Dolores, machin et tout, et Sanchez le regarde et dit, oui, mais peut-être qu'en fait, sans eux, José Dolores n'aurait pas existé. General, I want you to take back the effective command of our army. From now on, you will consult personally with me on every decision concerning the war and any possibility of peace. And Sir William Walker? He'll go back to England. But the Royal Sugar Company, Mr. President. The Royal Sugar was supposed to help our independence, General, and not the other way around. There's always Jose Dolores. Who knows? If there hadn't been a Royal Sugar, would there have been a Jose Dolores? Who knows, General? C'est-à-dire qu'il a compris, en fait, que cette histoire à la fois de progrès, on va dire entre guillemets historique, et en même temps la contradiction qui est née de ça, c'est-à-dire que l'anglais, il apporte effectivement le capitalisme avec sa dureté, machin, etc. Il crée des progrès techniques, une rationalisation, etc. D'ailleurs, à un moment donné, quand il discute avec, pareil, le mec de la concession anglaise, de sucre, quand il lui reproche d'avoir trop de pouvoir, l'autre il dit oui, mais attendez, on a quand même construit des routes et fait un hôpital. Donc il y a un progrès rationnel et en même temps une dureté, etc. et une contradiction puisque d'un seul coup il crée les nouveaux opposants, les nouvelles luttes avec José Dolores qui sortit de quelque chose dont il ne serait jamais sorti si l'anglais n'était pas venu, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, il y a toute cette dialectique dedans. Oui. C'est ce qu'on a dit en fait, et le métis s'en rend compte et oui, c'est ça, le métis s'en rend compte et il finit par être fusillé. Fusillé. Lui, il n'est pas exécuté. Voilà. D'ailleurs, c'est marrant parce que le film met un peu le même angle, je crois, entre l'exécution du début par strangulation du mec là, du noir au début, et puis le métis, et puis l'exécution faite par les Anglais où là il est fusillé. Enfin, c'est une exécution normale, quoi. C'est pas voilà, c'est ça. Donc c'est quand même pour résumer, un film vachement bien fait. Pour résumer un peu cette dialectique là, c'est-à-dire qu'en fait cette dialectique de progrès contradictoire et bicéphale un peu, c'est ça.
le même, comment dire, José Dolores n'a pas conscience, tu vois, il a pas conscience de, en fait, cette civilisation qui est appelée civilisation, voilà, la maîtrise de la nature, qui va à ce moment-là, va encore avec le commerce, etc. Cette civilisation qu'il rejette parce que de toute façon il peut pas la maîtriser, il n'a fait que l'oppresser, c'est cette civilisation qui libérera tout le monde à la fin, quoi. C'est un peu ce que fait, en gros, on revient toujours à ça, à Marx dans le manifeste du Parti communiste. C'est-à-dire quand quelque part, il réconcilie Voltaire et Rousseau d'une certaine façon. C'est-à-dire que quand Marx rend hommage au début, rend hommage à la bourgeoisie en disant grâce au progrès technique, etc., machin, ils ont mis fin à toutes les illusions que les hommes se font pour eux-mêmes, et voilà. Désormais, les exploités sont condamnés je sais que j'ai plus l'explication exacte, mais en gros, l'idée, c'est que désormais, les exploités sont condamnés à prendre conscience objectivement de ce qu'ils font pour pouvoir renverser leur établi et ne peuvent plus se reposer sur des illusions, etc. Ouais. Il y a un côté comme ça, parce que souvent, il y a cette opposition entre d'un côté, le type généreux idéalisme qui se méfie à la fois de la technique et des choses et de ces choses-là parce que c'est lié au commerce, à l'argent, etc. et donc c'est mauvais. Et de l'autre, t'as le type qui voit qui est enthousiaste des progrès techniques, etc. en voyant tout le confort que ça fait gagner, mais qui du coup fait une apologie totale de l'argent et du commerce et du capitalisme en général. Voilà, et de façon plus précise du capitalisme. Mais je veux dire, alors que Marx c'est le premier, c'est un peu il innove en fusionnant les deux positions en fait. C'est ça. Et en gros, Queimada, ce film qui d'ailleurs, je le dis, hein, et pour ceux qui écouteraient, est magnifique esthétiquement. De tous les films dont on a parlé, je pense que, franchement, et je pense que ça reflète cette beauté dans la forme reflète quand même un peu le fond. C'est-à-dire reflète très bien cette dialectique historique là très fine en fait où la technique, la civilisation, c'est comment dire le capitalisme qui donne les armes pour pouvoir la battre quoi, et pour pouvoir passer au stade suivant, pour aller vite quoi, pour mettre au départ, il est un outil d'émancipation contre l'ancien monde, c'est ça, machin, etc. Et après, il crée ses propres contradictions, voilà, ses propres armes qui vont naître, parce que sinon, en fait, José Dolores, il aurait été, déjà peut-être qu'il serait resté porteur de valises, mais en soi, sinon, ça aurait été des révoltes réprimées comme il y en avait, et voilà, quoi, c'est ça. Et là, d'un seul coup, il a pris conscience de quelque chose. Qui fait que les autres vont comprendre et voilà que ça sera plus jamais pareil. C'est ça. Et c'est assez intéressant mais moi j'aime bien aussi l'agent britannique là, du point de vue personnel, on sait pas trop à la fin parce qu'il est ambigu ce type parce qu'effectivement lui il ne sait pas où il va. Il ne sait pas. Et malgré tout, pendant toute la deuxième phase du film où il réprime les mecs, il tente de convaincre tous les Anglais qui sont là de pas être trop dur avec José Dolores, de peut-être que voilà. C'est-à-dire qu'à la fin, on sait pas s'il a un remords caché. Parce qu'il peut se cacher, il peut dire oui, en fait, j'ai voulu qu'il s'échappe parce que je veux en faire un traître et non un martyr, tu vois, voilà, est-ce qu'il a fait ça? Mais en même temps, il y a une scène où quand il le ramène à cheval, il se justifie devant lui. What are you waiting for? Go and get him. Listen to me, you black ape. Listen to me. It wasn't I that invented this war. And furthermore, in this case, I didn't even start it. I arrived here and you were already butchering one another. Il essaie de se justifier, donc il y a quand même quelque chose qui passe et c'est pour ça que l'autre à la fin
le dernier mot qu'il lui dira avant de mourir, il dit oui, la civilisation, mais pour aller où, quoi, en gros? Parce que l'autre, à la fin, il est la civilisation, mais on a l'impression qu'il a pas de but, si ce n'est de faire sa mission, et même s'il la comprend, etc. Mais, en fait, il y a une fuite en avant, d'une certaine manière, quoi, où il comprend quelque chose. Enfin, je sais pas si tu le ressens comme ça. Ouais. Non, en fait, l'agent anglais qui est certainement de loin, je pense, de tous les personnages de film, qui est le plus conscient de ce qui se passe. Ouais, du coup, il est lui-même pris dans cette espèce de situation extrêmement contradictoire c'est-à-dire à la fois il sent qu'il peut pas faire autrement que d'accomplir sa mission. Rejoindre les esclaves qui sont condamnés à perdre, c'est pas la peine. Donc voilà, et puis mais en même temps, il sent que ce qu'il fait dans le fond n'est pas bien, et ça dans le fond il le sait, mais en même temps, il sent que quelque part il n'aime pas l'objet de sa mission particulièrement. Il sent que cette espèce de rationalité qu'il apporte partout, malgré tout, quelque part, il sent que c'est pas inutile, quoi. Il sent que c'est pas inutile. Et puis, il est pris, je pense que ça, c'est un autre aspect du film qu'on n'a pas évoqué, c'est que, déjà, il y a la question du statut de l'agent, quoi. De l'agent plus ou moins secret. Donc déjà, c'est toujours intéressant de voir ça parce que ça montre que pour reprendre ce que je disais sur les films précédents à propos du cadre fixe, voilà, l'idéologie libérale, bon, il y a le cadre fixe dans lequel, au sein duquel les agents sont libres, machin. On voit que le capitalisme s'est mis en place par des agents, mais enfin, voilà, pour se mettre en place, le libéralisme, il a bien besoin d'agir au sein du cadre et pas seulement de mettre en place un cadre extérieur. Désolé, je suis un peu abstrait là, je parle un peu vite, mais voilà. Donc voilà, c'est ça. Et puis il y a toujours cette ambivalence du métier d'agent qui est de devoir nouer des relations, fortes pour des objectifs froids. Oui. En fait. Et en fait, quelque part dans ces espèces de regrets qu'on peut ressentir chez l'agent, en fait, c'est presque plus une affection personnelle vis-à-vis de José Dolores que qui ressent une certaine, qui ressent une certaine, pas culpabilité, mais certains regrets en raison d'affection personnelle vis-à-vis de cette personne-là, que pour l'acte politique général où lui-même, je pense, n'imagine pas qu'autre chose ait pu se passer. C'est ce que je veux dire, c'est... Oui, mais est-ce qu'il est aussi un peu, impressionné parce qu'il a quelqu'un aussi qui est face à lui, qui est là pour des valeurs. C'est ça. Et d'ailleurs, il le dit. Et d'ailleurs, c'est le seul à en avoir conscience, il le dit à un moment face aux autres Anglais pendant la répression. Now we must realize, gentlemen, that if we are to succeed in eliminating Jose Dolores, it's not because we're better than he is, or that we're braver than he is. It's simply because we have more arms and more men than he has. And we must also realize that the soldier either fights to earn his pay, or because his country forces him to do so. But the guerrilla, on the other hand, fights for an idea, and therefore he's able to produce 20, 30, 50 times as much. Is that clear? Il dit non mais ce mec-là, il sait pourquoi il se bat, c'est pas pareil que des mercenaires, je sais pas quoi. Il est le seul il est un peu le seul à le comprendre ça. Et quand je disais des relations fortes pour les objectifs froids, en fait, la difficulté de cette ambivalence va juste dépendre des gens auprès de qui tu loues ces relations, en fait. C'est-à-dire que si tu loues des relations auprès de gens assez vides, si tu veux... t'as pas de problème à les trahir. Ouais, t'as pas de problème à trahir, voilà, alors que il est quand même affaire à même si c'est une époque immature, etc., il a quand même affaire à un chef révolutionnaire, et donc, je sais pas comment dire, être un agent auprès de Elon Musk, par exemple, imaginons, ou être un agent auprès de Fidel Castro, c'est pas les mêmes, je sais pas comment dire, déjà, t'as affaire, comment dire, quand t'es avec Fidel Castro ou avec d'autres, hein, je prends son exemple à lui, mais avec Ho Chi Minh ou avec oui, bien sûr. t'as affaire à des De Gaulle. Ouais, c'est pas pareil quand même. Il s'est lui-même entouré de types qui voulaient sa mort, je veux dire, de Gaulle. Oui, c'est pas vrai, c'est pas faux. Je veux dire, bon, il avait pas besoin d'amener un agent à lui, lui-même il a amené les agents à lui, il le faisait exprès, tu vois.
C'est très différent. Non, De Gaulle, c'est différent. C'est la tête dans les nuages, les pieds dans la merde. De Gaulle, c'est un peu, c'est un peu différent. Tu prends ces mecs-là, comment dire, t'as affaire à deux types, pour être des agents auprès de ces mecs-là, les relations à nouer pour pouvoir les influencer, etc., sont tellement fortes qu'après, les trahir est beaucoup plus dur, tu vois. Trahir Elon Musk, tu vois. D'ailleurs, c'est marrant quand on lit enfin, qu'est-ce que tu vois. D'ailleurs, c'est marrant quand tu lis les mémoires de Philby. Donc, bon, je rappelle, hein, c'était un agent britannique qui était agent double pour l'Union soviétique. Qui avait notamment été chef du contre-espionnage contre l'Union soviétique, alors qu'il était lui-même l'Union soviétique. Enfin bref, un type bien quoi. Enfin bref. Et en fait, tu vois, il y a un truc intéressant qui dit à la fin du livre, il fait des commentaires. Il y a une espèce de postface ou je sais pas une postface. Je crois que c'est vraiment à la fin du livre, parce qu'une fois qu'il s'est enfui et que tout le monde l'a dit, il y a des gens, certains de ses collègues, qui se sont étendus dans la presse en disant. Putain, mais c'est étonnant quand même, il professait des idées libérales, etc. Et Philby, il dit à la fin du livre, non mais c'est facile de professer des idées libérales. Je veux dire, c'est pas des idées dures à imiter. Tu vois ce que je veux dire? C'est à la portée de tout le monde intellectuellement d'être libéral. Je veux dire, c'est pas, voilà, ça, comment dire, ça, intellectuellement et même j'ai envie de dire, comment dire, intellectuellement et même affectivement, je sais pas comment dire, c'est un truc qui n'implique rien en termes de comportement et de, je sais pas, tu vois. Oui, bien sûr, il y a juste à se laisser aller, j'allais dire. Voilà, c'est ça, tu préférais, voilà, c'est ça, exactement, voilà. Donc c'est facile. Mais par contre, quand t'as affaire à des communistes conscients, jouer aux communistes quand tu l'es pas, j'ai jamais vu quelqu'un réussir à le faire. Hein. C'est beaucoup plus dur, quoi. Et donc ça, c'est ce qui d'ailleurs peut-être explique certaines réussites d'espionnage soviétique d'ailleurs. Dans une certaine mesure, même s'il y a eu des réussites de l'autre côté, parce que évidemment après Stalingrad, après tout le bordel, évidemment tout le personnel soviétique n'était pas tous des communistes de fer, quoi. C'est absolument évident. Voilà quoi. Donc en gros, c'est un peu cette limite-là, je trouve, est exprimée dans le film en fait. C'est-à-dire qu'en fait, t'as l'agent. Déjà, c'est bien vu de montrer que tout se met en place par intermédiaire d'agents et de services, etc. Et que, je veux dire, on n'est pas dans un monde où il y a un cadre libéral fixé et puis voilà, non. Comment dire, l'intérieur du cadre influe sur le cadre lui-même et le cadre lui-même influe sur son intérieur en permanence, quoi. Voilà, il faut historiciser pour que ça devienne bien évident et concret, quoi. Et enfin voilà. Et donc voilà, le film, je trouve, montre bien cette espèce de limite. Là, dans ce cas précis, quand t'as affaire quand même à un chef révolutionnaire résolu de ce rôle d'agent, voilà, qui fait ce qu'il peut, quoi. Mais est-ce que du coup, juste par rapport à la psychologie de l'anglais, est-ce que le fait que, enfin, je vais essayer de formuler ça, c'est pas évident, mais le fait que l'autre ait conscience, ça lui, enfin, comment dire, si par exemple l'agent anglais doit trahir ou mettre en danger des gens qui sont innocents, tu vois, ça aurait pu être n'importe quel, je sais pas, noir, etc., même avec qui il aurait un lien affectif, etc., ça lui ferait moins un problème de conscience que finalement celui qui a conscience qui fait le bien, si je puis prendre des termes comme ça. Le fait que l'autre ait conscience qu'il agit pour le bien, entre guillemets, le bien c'est un mot un peu, voilà. Mais tu vois ce que je veux dire, plutôt que l'innocent que tu manipules et, parce qu'au début, au début il est innocent, tu vois ce que je veux dire au début. Je comprends pas de qui tu parles, qui Ah, pardon. L'agent anglais, moi je voulais voir pour sa psychologie, parce qu'au début quand il manipule l'autre, même s'il s'entend bien et tout, il a pas ce truc. Là, non, c'est ça, c'est-à-dire, comme tu dis, pendant la première partie du film, l'agent anglais, si tu veux, non, mais c'est son sentiment immédiat et le rôle qu'il doit jouer en tant qu'agent, les deux coïncident. Donc il y a pas de problème. On sent qu'il est pris d'affection pour le mec, pour le José machin, mais à ce moment-là, il y a pas de contradiction parce qu'il comment dire, ça va dans son sens, machin, ça va dans son sens, etc. Donc à ce moment-là, il y a pas de problème en fait. Et en fait, je pense que c'est un vrai rapport interpersonnel parce que c'est pas juste
celui qui est innocent, celui qui l'est pas, et celui qui fait le bien, et celui Non, qui mais le ce que fait je voulais dire, ce que je voulais dire, c'est qu'au début, l'autre n'est qu'un outil qui n'a pas encore conscience, puisqu'effectivement, il n'est pas encore rentré dans la Oui, c'est contradiction. ça. Au début, il n'est qu'un outil, mais justement, comment dire, l'agent anglais est obligé dès le début et dès la première phase, comment dire, d'éduquer le mec, en fait, pour aller vite. D'éduquer le mec, et donc le mec malgré tout commence à être conscient de beaucoup de choses. Ils échangent, en plus il y a une espèce d'universalité, enfin de rapport un peu d'homme à homme ils s'échangent les alcools, les trucs comme ça, ils se font des trucs comme ça, ce qui fait que, étant donné malgré tout la souffrance en tant qu'esclave ou être esclave ou esclave révolté du mec, et le mec qui porte cette souffrance-là en lui, et puis il a la conscience dont il est obligé de faire preuve pour pouvoir se révolter de façon sérieuse grâce à l'éducation de l'anglais. Tout ça fait que un rapport presque d'éducateur à éduquer, ça fait que il ne peut y avoir qu'une relation forte entre les deux, en fait. L'un aide l'autre à comprendre le monde, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà. Voilà, c'était intéressant. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Bon, on pourrait toujours dire davantage, mais oui, c'est ça. Et puis malgré tout, ça reste une conversation. Donc si on s'éternise, on finit vite brouillon, quoi. Donc c'est. Voilà, c'est ça. Non, mais voilà, c'était intéressant. Écoute, je te rappellerai pour d'autres analyses, si ça te dit. Ouais. Et puis on refera ça. Écoute, je te remercie. Donc voilà, et finalement le film Quemada, qui est celui que nous avons mis en dernier parce qu'il était finalement l'apothéose de ce que l'on voulait montrer, de cette compréhension des événements et de la nécessité justement d'aller lire, de faire de l'histoire, de comprendre les choses dans leur totalité, d'avoir une vision totale, permettent une prise de conscience qui fait qu'on ne pourra plus jamais revenir en arrière d'une certaine façon. Et je voulais finir avec ce passage très célèbre de Nerval qui exprime cette idée. Et donc, je laisse la conclusion à Nerval. Lorsque l'âme flotte incertaine entre la vie et le rêve, entre le désordre de l'esprit et le retour de la froide réflexion, c'est dans la pensée religieuse que l'on doit chercher des secours. Je n'en ai jamais pu trouver dans cette philosophie qui ne nous présente que des maximes d'égoïsme, ou tout au plus de réciprocité, une expérience vaine, des doutes amers. Elle lutte contre les douleurs morales en anéantissant la sensibilité. Pareille à la chirurgie, elle ne sait que retrancher l'organe qui fait souffrir. Mais pour nous, nés dans des jours de révolution et d'orage, où toutes les croyances ont été brisées, élevés tout au plus dans cette foi vague qui se contente de quelques pratiques extérieures et dont l'adhésion indifférente est plus coupable peut-être que l'impiété ou l'hérésie, il est bien difficile, dès que nous en sentons le besoin, de reconstruire l'édifice mystique dont les innocents et les simples admettent dans leur cœur la figure toute tracée. L'arbre de science n'est pas l'arbre de vie. Cependant, pouvons-nous rejeter de notre esprit ce que tant de générations intelligentes y ont versé de bon ou de funeste? L'ignorance ne s'apprend pas. J'ai meilleur espoir de la bonté de Dieu. Peut-être touchons-nous à l'époque prédite où la science, ayant accompli son cercle entier de synthèse et d'analyse, de croyance et de négation, pourra s'épurer elle-même et faire jaillir du désordre et des ruines la cité merveilleuse de l'avenir. Il ne faut pas faire si bon marché de la raison humaine que de croire qu'elle gagne quelque chose à s'humilier tout entière, car ce serait accuser sa céleste origine. Dieu appréciera la pureté des intentions, sans doute. Et quel est le père qui se complairait à voir son fils abdiquer devant lui tout raisonnement et toute fierté?
l'apôtre qui voulait toucher pour croire n'a pas été maudit pour cela.